et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange ce soir sur Sud Radio. Je suis ravi de vous retrouver pour cette soirée qui sera entièrement consacrée à vous, votre témoignage, si vous pensez avoir vécu quelque chose qui relève de l'ordre du paranormal. Morad est au standard, vous nous appelez tout de suite au 0826 300 300, 0826 300 300 pour que vous nous exposiez ce que vous avez vécu, pour que on puisse évidemment répondre à vos questions et peut-être vous donner quelques premiers éléments de réponse. Plusieurs invités sont présents pour m'aider, m'épauler, pour pouvoir essayer d'expliquer ce que vous avez vécu. On commence par Bernard Auriol. Bernard Auriol, bonsoir. Merci de nous rejoindre une fois de plus. Vous êtes un désormais habitué de cette émission. C'est vrai. Alors, vous êtes médecin psychiatre, vous êtes membre du comité directeur de l'Institut Métapsychique International. Au bout du fil avec nous, puisque il est parisien, il me semble, Renaud Évrard, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'ai dit une bêtise, vous n'êtes pas parisien en fait, hein. Effectivement, je suis à Strasbourg. Ah oui, non, ça n'a rien à voir, effectivement. Vous êtes étudiant en Master Pro, psychiatrie clinique, et vous êtes membre du GEMI. Psychologie clinique, pardon. Psychologie clinique, je la fais à chaque fois, vous avez remarqué? Ouais, vous me psychiatrisez un peu. Oui. Donc, je rectifie tout de suite psychologie clinique, comme ça je la referai plus, au moins pendant cette émission. Et également, le dernier point du triangle, Pierre Massias. Bonsoir Pierre. Bonsoir Louis. Tu vas bien? Ça va? Bon, très bien. J'en profite, puisque je te dis bonsoir, pour recommander encore à nos auditeurs et auditrices le site internet dont tu t'occupes, que tu as créé, psyland.org. Psyland, PSILAND.org. Voilà. Donc, vous le savez, vous pouvez intervenir dans cette émission 0826 300 300. Durant 2 heures, nous allons nous consacrer à vos témoignages, à ce que vous avez vécu dans le domaine du paranormal, que ce soit sortie hors du corps, phénomène de voyance, que vous ayez un don de guérison, que vous ayez fait de la télépathie, vous ayez vécu un rêve prémonitoire, une expérience proche de la mort. N'hésitez pas, vous composez le 0826 300 300 et nous discuterons avec vous et nous essaierons avec vous de comprendre ce que vous avez vécu. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. J'ai oublié de dire que les SMS sont à votre disposition, bien entendu, vos commentaires, vos réactions sur votre portable. Vous tapez Sud, vous laissez un espace, vous rédigez votre commentaire et vous envoyez le tout au 71 200. Nous allons accueillir Raymonde. Raymonde, bonsoir. Oui, bonsoir Louis et bonsoir à tous. Alors, Raymonde, vous nous écoutez en Haute-Loire, c'est ça? Oui, voilà, oui. Hein, à Puy-en-Velay, exactement. Au Puy-en-Velay, oui. Au Puy-en-Velay, exactement. Oui. Alors, Raymonde, avant que vous nous expliquiez ce que vous vivez assez couramment d'ailleurs, hein, Oui. comme phénomènes paranormaux, Oui. j'aimerais que vous nous racontiez ce qu'il s'est passé à votre naissance, parce que déjà ça a été un petit peu, comment dirais-je, ça a été un petit peu le départ d'une histoire de votre vie qui est assez particulière, assez riche. Qu'est-ce qui s'est passé lors de votre naissance? Alors, à ma naissance, après bien sûr des années par la suite, maman m'a expliqué qu'à ma naissance, une dame âgée du village m'a apporté un œuf et du sel. Un œuf dans et mon du sel. berceau. D'accord. Voilà. Et Donc, est-ce qu'elle a donné une explication à ce geste? je pense qu'à maman, oui, moi je l'ai jamais su. C'est étonnant, ça a apporté un œuf et du sel. C'est assez symbolique quand même, hein? Tout à fait, oui, mais si bien que ma vie est très très remplie, je pense, comme l'œuf est bien rempli en fait. Effectivement. Mais cette dame était quoi? Est-ce que cette dame était connue pour avoir, je sais pas moi, les talents de guérison? Est-ce qu'elle elle avait un talent particulier ou je suppose que votre mère la connaissait, bien sûr? Bien écoutez, à ma connaissance, je pense que c'était une dame qui était venue habiter dans le village où nous étions, puisque nous habitions à ce moment-là la Côte d'Or. Oui. À côté de Dijon, on était à 40 km de Dijon. C'était un petit village de 70 âmes environ. Et il y avait très peu de naissances à cette époque-là, puisque je pense que maman était jeune et qu'elle pouvait encore... Enfin, j'avais 2 frères et une sœur. Oui. Et j'étais
donc la troisième. Mm-hmm. Et donc arrivée cette dame d'un pays un peu différent, qu'on m'a dit plus tard, bien sûr. Ouais. Et justement, ce que je trouvais un peu bizarre, c'est que cette dame, je me rendais bien compte, même jeune, que cette dame était un petit peu oubliée du village, du fait que tout le monde s'entraidait, tout le monde s'aimait, en fait. Oui. Elle était un petit peu à l'écart. Tout à fait, oui, même beaucoup, je trouvais. Habillée toujours en noir, grande. Quand j'ai quitté la Côte d'Or pour venir au Puy-en-Velay, sa maison était sur le bord de la route et ce sont ces deux seuls yeux que j'ai pu voir. Oui. Même d'ailleurs assez loin, elle m'a regardé au fond des yeux, vraiment. Oui. Ça m'avait choqué d'ailleurs même. Ouais, je m'en souviens encore, vous voyez, parce que j'avais 13 ans quand je suis partie. Alors, Raymonde, il vous arrive très souvent de vivre des phénomènes paranormaux. Oui, des phénomènes de voyance, par exemple, et également des phénomènes de sortie hors du corps. Oh là oui, très fréquemment même. Et vous voulez que je vous raconte une petite histoire que je vous ai pas racontée à vous, parce que c'est une histoire d'amour. Ah, allez-y. Alors voilà, mais pour faire bref, bien sûr. Oui, s'il vous plaît. Parce que je pense qu'il n'y a pas que moi qui devra commenter. Donc voilà, l'histoire c'était parce que vous savez que je travaille, j'en fais mon travail. Et un jour, j'ai une de mes amies qui me téléphone un matin, comme ça, comme bien souvent elle le faisait. Et elle me dit, écoute, ça va pas bien, je suis un peu seule, ça va pas bien, je suis un petit peu déboussolée, de vivre seule, d'élever mes enfants toute seule. Vraiment, tu sais, j'en ai marre. Et ça, c'était au téléphone. Ouais. Et alors, tout à coup, me voilà partie à 70 km parce qu'elle habitait à 70 km de chez moi, me voilà partie en train je rentre dans une maison, dans une petite maison, un petit peu de campagne et ville à la fois. C'est-à-dire ce que vous avez vu, au moment où vous étiez au téléphone, vous avez vu ce lieu, oui. J'ai vu d'ailleurs que c'était, pour tout vous dire, j'ai vu que c'était un monsieur qui habitait la maison, puisque lorsque je suis rentrée, j'ai vu une paire de chaussures d'un monsieur. C'est la première chose qui m'avait frappée. Ouais. Les poignées de porte, enfin, je vais bien dans le détail dans ces cas-là. Et je rentre, je vais directement dans la cuisine qui est donnée sur une cour avec de jolis arbres. Et la cuisine dotée d'un bleu extraordinaire. Et ensuite, je me balade comme ça. Je continue dans la pièce principale pour expliquer. Je lui explique que ce monsieur avait dû faire un voyage en Afrique du fait qu'il avait des masques africains. Il avait également une grande bibliothèque un peu foncée d'un bois très noir qui m'avait aussi un peu éberluqué, si je puis dire, parce qu'il y avait franchement des fleurs fanées au-dessus de son placard, enfin, et très peu de livres dans cette bibliothèque. Je lui explique également la table basse, comme elle était faite en fer forgé, vraiment des détails incommensurables, sauf ce personnage, parce que celui-là, je ne le connaissais pas. Ni elle non plus. Alors je lui raconte, mais elle me dit, mais qu'est-ce que tu me dis là? Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Je lui dis, écoute, je suis en voyage là, je suis partie, tu sais, comme je fais d'habitude, parce que là, c'était pas la première fois avec cette dame. Oui. D'autant plus qu'il y avait avec cette personne, j'avais fait un voyage également, j'étais partie en lui disant que son mari allait se tuer en voiture, chose qui s'est arrivée un mois après. J'avais vu carrément la scène. Oui. Et alors, pour continuer mon histoire, alors je lui raconte tout ça. Puis je lui dis, tu sais, moi, je sais pas trop ce que ça veut dire parce que je peux pas te le dire, mais voilà où j'étais, comme tu m'as parlé de ta solitude. Eh bien, je crois que quelques semaines seulement après, elle m'a téléphoné en me disant, tu devineras jamais. Je lui dis, non, moi, je suis toujours un petit peu naïve. Et effectivement, elle me dit, écoute, tu sais que lorsque tu m'as décrit telle et telle chose, j'étais chez ce monsieur qui m'a invité à voir quelque chose en grande amitié. Et figure-toi que j'étais presque à lui dire, mais vous avez ça et ça, presque avant de rentrer, quoi. Pour ainsi dire, déjà avoir le couloir, les chaussures, enfin tout ça, tout ce que je lui avais décrit avant. La cuisine très bleue. Tout à fait. La bibliothèque, tout ça. Énormément. D'ailleurs, elle m'en parle encore, je peux vous dire. Oui. Et donc, quelques semaines plus tard, tout à fait par hasard, enfin, je veux dire, elle a fait connaissance de ce monsieur et ensuite... Bien tant d'autres histoires comme ça, bien tant d'autres. Oui. Première réaction, commentaire, Bernard Auriol, qu'en pensez-vous?
On peut dire, ça évidemment, ressemble vraiment à de la voyance là instantanée, quoi. Enfin, je veux dire, tout à fait, à de la précognition. En tout cas, Raymonde, vous êtes né sous les auspices d'une bonne fée, si je puis dire, puisque cette dame qui apportait un œuf et du sel. Alors, est-ce que vous connaissez cette tradition? Ça vous dit quelque chose, docteur Auriol? Pas spécifiquement cette tradition, mais par contre, l'œuf est connu évidemment comme symbole de toutes les possibilités très riches qu'on peut souhaiter à quelqu'un, évidemment, et le sel contre toutes les corruptions dont il pourrait être l'objet. Ah, d'accord. Donc c'est pour ça que je disais qu'elle était née sous de bons auspices, comme les bonnes fées pour la Belle au bois dormant, qui prédisent toutes sortes de bonnes choses. Enfin, j'espère que dans votre cas, Raymond, il n'y avait pas une mauvaise fée pour vous endormir pendant 100 ans. Ah, j'espère pour moi. Hein. Oui, voilà. Et cette dame, donc, vous dites, elle vous regardait dans les yeux. Oui. Qu'est-ce que vous en avez tiré? Quelle était votre impression du fait qu'elle avait ce regard perçant? Moi, dans ma pensée, d'ailleurs, elle ne me quitte toujours pas. Ses yeux ne me quittent toujours pas. C'était me dire va et bon vent, voilà, c'était ça. D'accord, c'était une forme d'encouragement, un nouveau souhait qui allait de pair avec l'œuf et le sel, l'œuf et le sel de votre naissance. Voilà, d'ailleurs, pour compléter quelque chose en plus, cette personne, je la retrouve lorsque je me dédouble personnellement, quand je me dédouble au ciel toute seule. Ça c'est un petit peu encore autre chose, mais si je suis en prière, je vois 2 anges et cette personne. Qui sont restés vraiment gravés dans votre mémoire, hein. Ça c'est quelque chose. Elle y est toujours. Hein. Mais bien sûr, vous décrivez un grand nombre d'expériences qu'on rattache souvent à la voyance, à la télépathie, etc. Et alors, vous dites que vous vous dédoublez dans le ciel. Oui. Moi, lorsque je suis en prière ou en grande quiétude, je pense par exemple fortement à quelqu'un, je me retrouve carrément là-haut, quoi. Je veux dire, ma prière est vraiment dotée de grande bonté, je peux vous dire. Et quand vous dites j'ai un autre fait très étrange qu'on m'a rapporté il n'y a pas très longtemps. Et je voudrais vous en parler un petit peu parce que ça ne m'a pas inquiété du tout, parce que j'ai une vie remplie que de suspicion, si je puis dire. Mais je voudrais quand même une réponse, parce que j'ai une amie l'autre jour qui m'appelle, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, qui me dit, qui m'appelle le lendemain matin, toujours pareil pour ainsi dire, parce que les événements sont tellement troublants qu'on m'appelle bien vite, et qui me dit oh merci. Je lui dis ah bon, mais qu'est-ce que j'ai dû faire, grand Dieu, pour que tu me remercies de cette façon? Ben, elle me dit écoute, merci, parce que je te garantis que tu m'as réveillée ce matin. J'étais tellement remplie dans un grand sommeil. Et j'étais en train de tellement bien rêver, bien dormir, que je m'étais presque oubliée, je me suis oubliée carrément de me réveiller. Oui. Il est vrai qu'à ce moment-là, je m'en souviens très bien, puisqu'elle avait eu une petite anecdote assez douloureuse, je me souviens bien qu'à mon réveil, avoir pensé à elle. Moi, pour moi, c'était pas plus que ça. Hein. Oui, c'était juste une petite pensée à elle. Oui, tiens, voilà. Tout simplement. Seulement elle m'a senti contre elle. Si bien qu'elle m'a dit, tu m'as réveillée. Tu m'as réveillée et j'étais à l'heure quand même pour le travail, pour aller au salon, quoi. Et ça n'a pas été la seule qui m'a dit ça. Ça fait déjà 3-4 personnes qui me le disent, et sans le vouloir. Hein. Raymonde, Bernard Auriol, Pierre Massias, Renaud Évrard, une première pause et on se retrouve tout de suite après pour écouter les analyses et les questions que Renaud, Pierre et Dr Auriol ne manqueront pas de vous poser, ma chère Raymonde. 0826 300 300. Si vous aussi vous vivez des phénomènes paranormaux, s'il vous est arrivé de vivre des choses un peu troublantes, particulières, n'hésitez pas à nous appeler pour nous en parler et nous discuterons ensemble de ce que vous avez vécu. Nous vous rassurerons, vous n'êtes pas fou ou folle, contrairement à ce que certains ont pu vous dire. Vous nous appelez et on voit ça ensemble dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Les Aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Avec mes invités ce soir, le docteur Bernard Auriol, Renaud Évrard et Pierre Massias pour analyser vos témoignages. Et puis ce premier témoignage de Raymonde qui est avec nous, qui nous appelle de Haute-Loire, qui habite au Puy-en-Velay. Alors, je me tourne vers vous, Renaud Évrard. Que pensez-vous
D'abord le premier phénomène de voyance que nous a rapporté Raymonde alors qu'elle était au téléphone avec cette dame qui souffrait de solitude. Et Raymonde s'est senti tout de suite, a vu arriver, est allé se balader, je sais pas comment on peut employer, quel terme on peut employer, dans la maison de ce monsieur qui finalement a rencontré la dame qu'elle avait au téléphone. Bonsoir Raymonde, en tout cas, déjà pour commencer. Alors, c'est le premier phénomène de voyance, mais tous les phénomènes qui sont rapportés, ils sont très intéressants, ils sont vraiment très véridiques et ils sont nombreux apparemment. Alors, il y a une sorte de voyage dans cette voyance. Je sais pas si on m'entend bien, j'ai un mauvais écho. Ah, pardon. Mais très bien, mais enfin. On va essayer d'arranger ça tout de suite. Mathieu va essayer d'arranger et l'écho pour Renaud et le son pour Raymonde. Bon, en tout cas, c'est une voyance spontanée, comme a dit Bernard Auriol. Enfin, la question que moi j'aurais envie de poser, parce que là je suis un peu dépourvu, il me semble pas avoir de problème comme ça. Là, Raymonde vient témoigner. Un très bon témoignage, mais j'aimerais lui poser une question, on n'est pas obligé d'y répondre, c'est finalement pour elle, est-ce qu'elle a pas peur un peu de s'éparpiller, ou est-ce que elle se pose pas des questions par rapport aux limites de son corps, aux frontières, parce que j'ai entendu dans son discours plusieurs fois où ça revenait, où sa vie est remplie de phénomènes, elle est remplie comme un œuf, mais en même temps, il y a cet éparpillement, elle fait des prémonitions pour les autres, elle est capable, à distance, d'influencer quelqu'un, sa pensée réveille quelqu'un d'autre, et il y a une sorte d'éparpillement qui me fait, qui moi me ferait peur si je vivais ça, mais c'est la question un peu comment elle le vit. Oui. Raymonde, vous avez entendu la question de Renaud Evrard, qu'en pensez-vous? Je vais vous répondre très franchement, c'est que moi je suis née avec. C'est-à-dire que toute petite, déjà, ça m'était doté, si je puis dire. Et en fait, pour moi, ça ne me paraît pas du tout bizarre. Bien au contraire, puisque moi, je pensais que tout le monde faisait comme ça autour de moi. Souvenez-vous, Louis, on en avait discuté tous les deux. Je vous ai dit, mais moi, je croyais pas, enfin, je pensais pas du tout que le Père Noël existait, parce que je vous avais raconté l'histoire que mes parents nous faisaient croire au Père Noël. Et que moi, je me dédoublais et que je voyais mes parents mettre les jouets sous le sapin et faire un grand festin. J'imaginais que tout le monde était comme moi, tout le monde le voyait, mais personne ne disait rien. Oui, autrement dit, vous saviez depuis toute petite que le Père Noël, c'était les... Oui. Rien d'étrange pour moi, pas du tout. Et je ne pense pas avoir... J'ai surtout pas peur de m'éloigner très loin, ni j'ai tout à fait conscience de ce que je subis, ainsi dire, ou de ce que je vis. Ce que vous vivez, oui. Non, absolument pas. Non, je suis pas quelqu'un de surhumain non plus. Moi, je pense là tout à fait naturel et je vois rien là, moi, qui puisse. Oui, ça vous pose pas de problème, ça va, vous le vivez bien, quoi. Oui, je suis une habitude. Moi, je suis une habituée de tout ça, hein. Oui. Vous êtes un merveilleux exemple du fait qu'on peut vivre ça normalement, enfin dans une vie, ça rentre dans une vie très bien, quoi. Oui, je le vis très bien, sauf que j'ai pas une vie moi personnellement très bien et ni très belle, quoi. Oui, vous êtes malade, hein, on l'a pas précisé. Malheureusement bien malade. Et une maladie assez grave. Et vous savez. Je crois qu'il y a beaucoup de témoignages qui vous diront que les gens qui subissent des choses comme ça ne sont pas franchement en bonne santé. Alors ça, c'est en revanche, vous venez de soulever un problème tout à fait intéressant, ma chère Raymonde. Là, je me tourne vers le docteur Bernard Auriol. Docteur, est-ce que on peut dire que les gens qui vivent énormément de phénomènes paranormaux comme ça assez forts ont une santé fragile? Est-ce que c'est une constante ça ou non? C'est bon, ça dépend vraiment des individus. Je pense pas que ce soit une constante. Maintenant, il est vrai que il y a probablement une structure psychique particulière qui favorise ce type de phénomène. Vous savez, il y a eu un livre très intéressant de Madame Laborde-Notal qui a fait une enquête auprès des voyantes justement et qui a noté un certain nombre de caractéristiques qui invitent à penser que dans certaines circonstances, sous l'hypothèse que ces phénomènes existent, eh bien des personnes développent plus ces capacités que d'autres en raison de contraintes internes qui sont les leurs. Donc ça pourrait être le cas de Raymonde, bien entendu, puisque par ailleurs vous en avez fait votre profession.
Ouais. Pierre Macias. Oui, ce problème de la santé pour les gens qui vivent des phénomènes paranormaux, ça revient un petit peu périodiquement sur le tapis. On entend dire le fait d'avoir des problèmes de santé, ça de souffrir en quelque sorte. Oui, sans doute, au sens le plus large. Ça favorise l'apparition du phénomène. Tantôt, il est difficile, je crois pas que quelqu'un l'ait mis réellement en évidence. Par contre, il n'y a pas d'études systématiques, statistiques sur le sujet. Pas parmi les invités que l'on a reçus, Maude Christen, Yolande de Châtelet, se portent toutes les deux comme un charme, par exemple, et ont une santé tout à fait correcte. Ce ne sera pas une condition sine qua non. Ce sera l'une des conditions, ça pourrait être l'une des conditions d'apparition. Puis le terme de santé et de maladie, ce sont des choses assez difficiles à manier, parce que, bien sûr, si quelqu'un a la tuberculose, si quelqu'un a une sclérose en plaques, si quelqu'un a des phénomènes de maladies chroniques invalidantes, il n'y a aucun doute, mais il peut y avoir des formes de difficultés, des formes d'inadaptation, des formes d'inquiétude, d'angoisse ou de déprime, etc., ou même des formes, liées à une indétermination sur ce qui est réel, sur ce qui l'est moins, qui peuvent affecter les gens et qu'on ne peut pas toujours prendre en compte comme ça à première vue. Il faudrait peut-être des investigations plus poussées. Je pense tout de suite aux voyants dans des religions, par exemple Bernadette Soubirous ou bien les voyants de Fatima. C'est sûr que c'était des enfants qui avaient non seulement des problèmes sociaux, mais peut-être aussi quelques problèmes de santé, parce qu'ils vivaient dans une forme de pauvreté quand même très très radicale. Les SMS sont à votre disposition. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous envoyez votre question, votre commentaire, et au 71 200, je serai votre porte-parole. Le standard est également à votre disposition jusqu'à minuit. C'est une soirée consacrée spécialement aux témoignages que vous voudrez bien nous apporter. Si vous avez besoin de réponses, si vous avez besoin d'en parler, tout simplement, vous nous appelez au 0826 300 300. Morad est au standard, attend vos appels, 0826 300 300. Odile, bonsoir. Bonsoir. Odile, vous nous appelez de Pau. Oui. Et vous avez vécu 2 fois une sortie hors du corps, c'est ça? Oui. Alors, dites-nous, d'abord, la première fois, ça remonte à combien de temps? La première fois, ça remonte à 11 ans. Oui. Et vous vous en souvenez très, très clairement? Ah oui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier, de toute façon. Oui, j'imagine, oui. Je crois que quand je serai vieille, si j'arrive jusqu'à là, je m'en rappellerai encore. Oui. Dans quelles circonstances avez-vous vécu cette sortie hors du corps? Et ensuite, vous nous raconterez évidemment cette sortie, ce que vous avez vu, entendu peut-être ou fait. Dans quelles circonstances d'abord? C'était chez moi. Et c'était un matin. Je me suis levée avec mon ami, j'étais avec mon ami et on s'est levé pour aller déjeuner, donc on est parti à la cuisine. Oui. Et puis, excusez-moi, c'est très émouvant de parler de je comprends. Ça. Mais vous inquiétez pas, on est très très gentils. Ça se passera très, sauf Pierre Macias qui est un peu, non, je plaisante, Pierre. Non, ne vous inquiétez pas. En revanche, c'est vrai que c'est un petit peu, c'est le trac, quoi, hein, comme disent les acteurs ou les artistes. Voilà. Donc, allez-y. Alors, vous êtes arrivé à la cuisine, donc, avec votre ami. Voilà, et puis j'ai senti que j'allais faire un malaise. Parce que depuis toute petite, par période plus ou moins fréquente, je faisais des malaises qu'on n'a jamais su expliquer. Oui. Donc là, j'ai senti que j'allais faire un malaise, donc j'ai vite attrapé une chaise pour pas tomber, et là ensuite le trou noir. Vous vous sentiez partir, quoi, vraiment, hein? C'était, oui, je sentais que je partais, oui. Oui, comme une sorte de baisse de tension au moment où on tombe dans les pommes, quoi. Voilà. Quelque chose comme ça. Voilà, mais cette sensation, je la connaissais déjà, puisque comme je vous dis, auparavant, j'avais déjà fait des malaises. D'accord, Et avec perte de connaissance. Oui. Et donc là, ensuite, le trou noir. Et puis, je me suis vue à hauteur du plafond. Et en fait, j'étais, on va dire, spectateur de cette scène. Oui. Qui était la mienne.
Et donc je voyais mon ami qui était face à moi et qui me secouait, qui me donnait des petites claques sur le visage pour essayer de me ranimer, quoi. Et vous étiez en haut, enfin vous voyiez tout ça depuis le haut, quoi. J'étais dans un coin du plafond. Oui. Et je regardais ça de façon complètement indifférente. Et j'entendais pas de bruit. Oui. Je voyais juste la scène, c'est tout. Oui. Et sereine, calme, pas affolée, quoi. Ah non, pas du tout. Non, je vous dis complètement indifférente. Je réalisais pas ce qui se passait. Je regardais ça comme on regarde un film ou comme on regarde... Voilà, comme on regarde un film. Oui. Est-ce que vous vous êtes reconnu? Est-ce que vous aviez conscience que c'était vous qui étiez assise sur... Enfin, votre corps qui était assis sur la chaise? Je sais pas. Je me suis vue, mais maintenant, j'ai pas réalisé ce qui se passait. Oui. Et j'ai vu que c'était moi. Hein. Oui, d'accord. J'ai vu que c'était moi et j'ai reconnu mon ami, tout ça. J'ai reconnu la pièce, tout ça. Mais je sais pas, aucune émotion, rien. Rien, absolument rien. Oui. Ça a duré combien de temps Alors ça, je peux pas dire. Oui. J'ai aucune notion du temps à ce moment-là. Et après, ça s'est arrêté. Comme si on avait coupé le film. Oui. On va dire. Oui. Et quand j'ai repris mes esprits, j'étais sur mon lit. J'étais couchée sur mon lit. En fait, mon ami m'avait amené dans la chambre, m'avait couché, m'avait porté, m'avait couché sur le lit. Et par contre, le trajet de la cuisine à la chambre, ça, je n'en ai aucune souvenance. Oui. Là, le phénomène s'était arrêté et puis. Voilà, ça s'était arrêté. Et quand j'ai repris mes esprits, tout ça, il y a une chose qui m'a marquée, c'est que pour la première fois, et c'est la seule fois où ça m'est arrivé, je m'étais fait pipi dessus. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué et qui me... j'imagine, oui. Oui. Et donc après, mon ami m'a raconté et il m'a dit qu'il avait eu très très peur parce qu'il pensait que j'étais morte parce que j'avais les lèvres violettes. Oui, c'est un peu... Enfin, on comprend qu'il se soit affolé. Là, c'est tout à fait légitime. Et quand vous êtes revenu à vous sentiez comment? C'est fatigué, épuisé Voilà, comme à chaque fois que j'ai eu des malaises, après, je suis très très fatiguée. J'ai pas de force, j'ai rien, quoi. Ça revient que petit à petit. C'est-à-dire que, en ce qui concerne votre savoir des malaises que vous aviez vécus, ça a commencé pareil. Ça, je dirais, vous êtes réveillé pareil. Voilà. Et la grande différence, c'est que là, ce coup-ci, vous êtes vu depuis en haut, quoi. C'est ça. Hein. Oui. Et revenons sur le moment où vous étiez au plafond. Où votre esprit, enfin je sais pas comment, votre conscience, on va dire, était au plafond. Vous n'avez entendu aucun son parce que je suppose que le plafond n'étant pas très haut, vous auriez dû entendre, je sais pas moi, les tapes qui vous donnaient sur la joue, ou lui devait vous appeler, quoi, devait vous dire Odile reviens, enfin des choses comme ça, quoi. Et non, là, j'entendais rien. Pas de son. Il n'y avait aucun bruit. Et en fait, j'ai écouté votre émission hier soir, mais bon, quand j'ai téléphoné, bon, c'était trop tard parce qu'on m'a dit que vous aviez beaucoup d'appels. Et des personnes qui ont appelé auparavant, j'ai bien écouté ce qu'ils disaient. Et moi, ça m'a fait la même chose, c'est-à-dire que je ne sentais aucune lourdeur corporelle. Légère, Oui. Sereine, aucune douleur nulle part. Et c'est qu'après après, quand je suis revenue à moi, tout ça, que j'ai réalisé tout ce qui s'était passé, et c'est cette aventure exceptionnelle, quoi. Et je me suis dit, c'est sûr que j'ai failli mourir, j'ai frôlé la mort. C'était votre ressenti à vous, ça? Ah oui, complètement. Oui. Et est-ce que vous avez, enfin, quand vous êtes réveillé et rendu compte de ce que vous avez vécu, est-ce que ça vous a fait peur ou pas? Ah oui. Oui. Alors que quand j'étais, on va dire, au niveau du plafond. Oui. Oui. Mais non, j'avais pas du tout peur. Non. Je ressentais absolument aucun sentiment. Oui. Je regardais ça
comme vous disiez tout à l'heure, comme on peut regarder un film, indifférente à la scène. Oui. Je veux dire, vous n'étiez pas dans un état de sérénité, de béatitude, de bonheur. Non, pas du tout. Indifférent. Point. Ouais. Bien. Oui. Odile, vous restez avec nous, une pause et on se retrouve avec Renaud Évrard, Pierre Massias et Bernard Auriol pour essayer peut-être de vous donner quelques éléments de réflexion, quelques éléments de réponse en tout cas par rapport à ce que vous avez vécu, ce qui s'annonce être clairement comme une sortie hors du corps. Et d'ailleurs, vous nous raconterez également que vous en avez vécu une seconde, vous nous direz dans quelles circonstances et ce qui s'est passé cette fois-ci. 0826 300 300, Morad est au standard, n'hésitez pas à nous appeler. Cette soirée est consacrée à vos témoignages, à vous apporter quelques éléments de réponse. Si vous pensez avoir vécu quelque chose de l'ordre du phénomène paranormal, vous nous appelez. J'en profite pour faire un petit appel à Stéphanie qui nous a envoyé un SMS hier soir avec son numéro de portable. Malheureusement, on a eu un problème d'ordinateur, ce qui fait que son numéro de portable s'est effacé. Stéphanie, vous nous aviez envoyé un SMS en nous disant que vous aviez le talent de guérir et que cela vous faisait peur. Donc appelez-nous pour que l'on puisse en discuter avec mes invités. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédit sur Sud Radio. Une soirée consacrée entièrement à vos témoignages. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, 0826 300 300 pour passer à l'antenne et discuter avec mes invités, le docteur Bernard Auriol, Renaud Évrard et Pierre Massias. Alors, Odile est en notre compagnie. Docteur Auriol, un premier commentaire concernant cette sortie hors du corps, ce malaise d'abord, et puis cette sortie hors du corps que semble avoir vécu Odile. Elle nous racontera tout à l'heure qu'elle en a vécu un second. Mais celui-ci d'abord, pour commencer. Bien, tout d'abord, je voudrais faire remarquer que dans votre cas, Odile, se pose la question de deux aspects. C'est-à-dire, d'une part, cet aspect tout à fait paranormal qui est la sortie hors du corps, tout à fait lié à ce qu'on appelle la parapsychologie d'une part, et d'autre part les malaises dont vous parlez qui s'intègrent bien évidemment dans une forme de faiblesse psychophysiologique ou neurophysiologique plus exactement, puisque ces malaises sont répétitifs, vous perdez conscience, il y a une forme de trou noir, vous êtes fatigué après, et dans l'épisode que vous nous racontez, vous avez été amené, vous avez eu le courage de nous le dire, vous avez été amené, vous avez découvert que vous aviez uriné pendant le phénomène et que vous étiez senti près de la mort. Donc tout ceci peut faire évoquer évidemment un trouble neurologique, c'est-à-dire par exemple une cicatrice au niveau d'un endroit du cerveau ou une forme d'excitation localisée du cerveau, donc qui peut d'ailleurs là c'est le toubib qui parle, hein. Voilà, il peut être intéressant de consulter à ce niveau. Vous faites suivre pour ça au fait, Odile, puisque là, enfin sans que qu'on soit indiscret, j'espère, mais non, vous n'êtes pas indiscret. Non, je me fais pas suivre parce qu'après en fait à cette époque-là déjà mes malaises étaient rares contrairement à quand j'étais petite. Oui. Et maintenant j'en ai plus. Je crois que le dernier que j'ai fait c'était il y a 3-4 ans. Oh, ça oui, va. d'accord. Bon, c'est bien, ça va. Ce n'est pas effectivement bien nécessaire. C'est pas régulier comme ça l'était quand j'étais petite. Oui, c'est pas, ça n'a pas de caractère désagréable et gênant, donc vous avez parfaitement raison de ne pas vous appesantir sur cet aspect des choses, mais on peut imaginer, si vous voulez, que vous en parliez quand même, si ça revenait, d'en parler avec un neurologue. Maintenant, l'autre aspect, évidemment, est tout à fait intéressant dans le cadre de cette émission, c'est-à-dire le fait qu'au cours de cet épisode qui lui-même n'était pas dans la période de perte de conscience totale, hein, puisque dans les symptômes que j'évoquais à l'instant, il y a l'idée d'une perte de conscience complète et totale. Là, non, vous n'étiez pas dans une perte de conscience totale, vous étiez dans une frange, disons, de ce malaise. Et dans cette frange, donc, vous êtes élevé au plafond et vous avez pu considérer la scène, et ceci, évidemment, est extrêmement intéressant. Et bien sûr, je ne sais pas si Pierre pourra apporter ou Renaud pourront apporter des éléments, mais je pense qu'il y a eu quelques travaux intéressants non parapsychologiques à ce niveau, qui était le fait que si on stimule certaines
région du cerveau, il peut y avoir un vécu analogue à une out of body experience, ce qui ne résout pas d'ailleurs la question de savoir si pendant cette expérience on a des informations particulières sur l'environnement, mais ce qui en tout cas montre qu'il y a une région du cerveau qui peut être mise en cause dans ces phénomènes, d'ailleurs comme dans tout ce que nous vivons. Avec Jocelyn Morisson, journaliste scientifique, on l'a évoqué hier soir, docteur Auriol. Vous vous en souvenez sûrement, Odile, puisqu'on en a parlé à l'antenne hier soir, et les travaux de ce neurologue suisse, Olaf Benke, qui a découvert qu'il y a une partie du cerveau qui, quand elle est stimulée, provoque un début de sortie hors du corps. Renaud Évrard, oui. Je me tourne vers vous. Est-ce que vous pensez qu'Odile a vécu une sortie hors du corps que je qualifierais de classique finalement, ou est-ce que là on est déjà dans l'expérience de mort imminente? Qu'en pensez-vous? Je n'irai pas jusqu'à dire l'expérience de mort imminente. Après, c'est vrai que là on est dans une indécidabilité, indétermination par rapport à la raison, à ce que c'est neurophysiologique, est-ce que c'est psychologique, est-ce que c'est paranormal. Là, il n'y a pas d'éléments concrets qui sont paranormaux. Je veux dire, elle n'a pas vu des choses qu'elle, dans d'autres pièces, comme certaines OBE très spectaculaires peuvent Quand vous apporter, dites en fait. OBE, c'est sorti hors du corps, hein? Voilà, d'accord. Voilà. Oui. Oui. C'est même ici une décorporation, si vous voulez être plus précis, parce que il faut différencier un peu le fait, par exemple, de voir un double de soi-même, de sentir un détachement corporel. C'est pas pareil qu'une décorporation où on voit son corps inerte et on passe dans la pièce. Bon. Mais là, Odile a bien vu ce qui se passait pendant qu'elle était au plafond. Je veux dire, c'est son ami. Elle a pas tout vu. Elle a pas vu son mari qui l'a amené dans sa chambre. Non, mais en revanche, qui lui donnait des tapes sur la joue, qui l'a secoué, etc. Ça a été clair. Hein, Odile, c'était clair dans votre esprit. Oui. Ah oui, tout à fait. Voilà. Mais oui, je trouve la chose un peu, j'ai un peu des difficultés parce qu'il semble en même temps que ce soit on peut vivre des sorties hors du corps négatives. Enfin, là, on a le truc de base en fait avec des privations sensorielles. Il y a plus de son, il y a plus de repères. On est dans un flou, un noir. Donc ça peut ressembler justement, ça peut être un problème justement neurologique à ce moment-là qui serait déclaré, une émergence comme ça. Neurologique, je veux bien, mais enfin, j'ai eu des ça n'empêche pas que vous avez vécu un vécu conscient et subjectif qui, de toute façon, va primer et là-dessus nous met KO, autant qu'on veut dire, parce que vous témoignez de quelque chose. Après, la façon dont vous l'intégrez peut varier, peut être importante. Donc, c'est pour ça que j'attends d'entendre votre deuxième OBE pour savoir si elle devient plus élaborée, plus positive ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai qu'en même temps, directement comme ça, vous avez vécu quelque chose qui ne pose pas problème à la science ou problème pour vous, j'espère en fait. Ouais. Vous le vivez, vous l'avez raconté, Odile, autour de vous, où vous vous êtes dit, je préfère rester méfiante et pas en parler. Ben non, vous pouvez pas raconter ce genre de choses. Parce que... Eh oui. Ah oui, ça c'est vrai que ça pose problème à ce moment-là, parce que ces expériences commencent à être très connues, les psychologues bossent dessus depuis une trentaine d'années au moins minimum. Et elles étaient déjà connues avant de façon douce, mais c'est vrai que la réception que peut avoir le public par rapport à ces expériences est très très variable. Et les amis, les voisins, elles sont pas forcément informées que ça peut être normal, que ça peut arriver par exemple quand on prend des drogues ou il y a plein de moments où ça peut arriver et que c'est pas un signe de pathologie en soi. Oui, on n'est pas fou quoi quand on dit ça. De folie, oui. Oui, c'est ça. Oui. Alors. Ma chère Odile, vous nous avez dit, dans la discussion que vous avez eue avec Morad, que vous aviez vécu une deuxième fois ce phénomène. Oui. Et c'était il y a quand là cette fois-ci? C'était il y a 9 ans. Ah donc beaucoup plus proche. Quasiment 9 ans. Oui. Et en fait, c'était suite au suicide de mon ami. Oui. Donc un choc émotionnel fort, enfin je veux dire. Très important, oui. Oui, j'imagine. Très important. Oui. Et donc il y
y a quelqu'un de mon entourage qui, suite à ça, un soir, il y a quelqu'un de mon entourage qui est venu à la maison et pour voir comment j'allais, tout ça. Donc on était au salon, on était en train de discuter et puis bon, comme je dormais très très peu, donc j'étais forcément fatiguée. Et puis je me suis assise par terre, adossée contre le canapé, et puis je me suis endormie. Oui. Et là, j'ai vu une scène, on va dire, en 3D. Oui. C'est-à-dire que c'était assez complexe, mais je sais pertinemment que ce n'était pas un rêve. En fait, je voyais la scène et je me voyais moi. En fait, j'étais auteur comme spectateur. Je pouvais autant voir les deux. Oui. Qu'est-ce que vous avez vu exactement? Racontez-nous. En fait, j'ai vu comme si je voyais 3 niveaux. C'est un peu difficile à expliquer. En fait, 3 niveaux. Donc, le niveau où j'étais, c'était un canal. En dessous, c'était une partie très très sombre, noire. Et au-dessus, c'était très blanc. Oui. Donc, il y avait vraiment, vous, au milieu, du noir en dessous et du blanc au-dessus. Hein? Voilà. D'accord. Et donc, il y avait ce canal. Et sur ce canal, il y avait comme une petite barque ou une pirogue, je sais pas. Et j'étais assise à un bout. Et mon ami que je venais de perdre était assis à l'autre bout. Et il était dans un habit de lumière, on va dire. Oui. Il était tout vêtu de blanc et il resplendissait de blanc. Et on se regardait, on ne se disait rien, on se regardait. Et en fait, je lisais dans son regard ce qu'il voulait me dire, l'amour qu'il me portait. Et puis cette pirogue a avancé jusqu'au bout, où il y avait un mur. Et lui, je l'ai vu monter. Et moi, je suis tombée dans la partie d'en bas, donc qui était noire. Oui. Ça faisait comme un gouffre, en forme de cône. Et là, je suis descendue à une vitesse très très vite, très très rapide. Et je voulais pas descendre. Et je mettais toutes mes forces pour me sortir de là. Parce que je savais que si j'arrivais en bas, j'allais mourir. Oui. Et j'essayais de toutes mes forces, mais j'y arrivais pas. Et au moment où j'allais tout lâcher, parce que j'en pouvais plus, sur le plan, on va dire, terrestre, quand on revient dans ma salle à manger, la personne qui était venue me voir, en fait, a trouvé que j'étais bizarre. Elle a trouvé, elle s'était rendue compte que je m'étais endormie, mais je sais pas, elle a trouvé sur moi quelque chose de bizarre, donc elle m'a pris la main. Et au moment où elle m'a pris la main, c'est là que je suis revenue. Oui. Et ça a été un retour très 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 violent. Ça vous a permis de reprendre conscience, quoi. Le fait. Et là, j'ai repris conscience. Oui. Alors c'est pareil, c'est des choses qu'on dit pas parce que surtout avec ce qui venait de m'arriver. On m'aurait enfermé. Pour folie. Non, je pense pas, ma chère Odile. Je pense pas. Vous savez, pour moins que ça, on a pensé que j'étais folle, alors. Hein. Non. Mais en revanche, là, Docteur Auriol, je me tourne vers vous. Odile, vous êtes toujours là, hein, vous restez avec nous. Oui. Là, je pense, ma chère Odile, que c'est. Vous dites que ça n'est pas un rêve, parce que vous avez fait la différence vraiment entre le rêve classique qu'on fait tous les jours, et là, cet événement que vous avez vécu. Mais, moi, sincèrement, comme ça, je dirais que ce n'est pas une sortie hors du corps. C'est peut-être quelque chose de beaucoup plus compliqué qu'un rêve, que ce que vous avez vécu, parce que quand même, moment d'émotion là, fort, quoi. Hein, c'est. Oui. Et je sais que c'est pas un rêve. Oui. Qu'en pensez-vous, Docteur Auriol? Vous avez raison Louis Bénédit, vous avez raison de dire qu'il peut y avoir d'autres états de conscience que l'état de conscience éveillé ou l'état de rêve. Il peut y avoir aussi des états à l'endormissement ou au réveil, qui sont des états très particuliers, que nous traversons généralement très vite, qui sont très brefs, et qui, dans ce cas-là, auraient pu être beaucoup plus longs et comporter une expérience extrêmement intéressante où il s'agissait peut-être pour vous de reprendre contact avec cet être cher qui vous avait quitté et à essayer de
de vous donner un lien avec lui qui lui permette de s'en aller et vous de retourner à la vie sans en souffrir trop gravement. Et je pense, ce qui m'a frappé aussi, c'est le terme habit de lumière, parce qu'il me semble que habit de lumière, c'est le vêtement que portent les toréadors. Est-ce que vous faites un lien avec ce terme habit de lumière et la corrida? Non, habit de lumière, c'est parce qu'il était d'un blanc resplendissant. D'accord. C'est uniquement au niveau du fait que c'était très lumineux et donc un habit de lumière dans ce sens-là. Hein. Oui. Parce qu'évidemment, la pirogue, ça évoque la traversée du fleuve Achéron chez les Grecs qui passaient de la vie à trépas à travers un fleuve qui nous sépare des défunts, évidemment. Et dans votre cas, d'ailleurs, c'est bien explicite puisque lui s'en va d'un côté et vous de l'autre, comme si en effet lui il avait effectivement traversé vers l'autre bord et que vous étiez tenté de vous laisser entraîner vers cet autre bord et puis non, vous évitez le gouffre et votre ami vous donnant la main, vous revenez à la vie. Vous restez avec nous, Odile, Dr Auriol, Pierre Massias, Renaud Évrard. On fait une pause et on se retrouve sur Sud Radio dans les Aventuriers de l'étrange dans quelques instants. Vous nous appelez au 0826 300 300 0826 300 300 si vous voulez nous apporter votre témoignage. On vient de recevoir un SMS tout à fait intéressant de Caroline de Toulouse. Caroline, si vous m'entendez, appelez-nous au 0826 300 300 parce que ce que vous avez vécu est tout à fait intéressant. On pourrait en parler ensemble. Je lirai une partie de votre SMS tout à l'heure, mais composez le 0826 300 300 pour venir nous rejoindre et nous raconter ce que vous venez de m'écrire sur le SMS. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Benedy sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour discuter avec vous de vos témoignages, de ce que vous avez vécu. Odile est en notre compagnie, le docteur Bernard Auriol, Pierre Massias, Renaud Évrard. Pierre Massias, un commentaire sur ce qu'a vécu Odile, qui est pas de l'ordre du rêve, c'est pas une sortie hors du corps non plus, mais c'est quelque chose de plus complexe, de plus particulier, me semble-t-il. Oui, je pense que c'est plutôt de l'ordre du rêve, peut-être du rêve lucide, orienté. Je rentrerai tout à fait dans l'explication de Bernard Auriol à ce niveau-là. Ça me paraît pas, en tout cas, être une OBE telle qu'on l'entend. Par contre, sur le premier cas, donc je reviens à la sortie hors du corps, la première, où il me semblerait que ce soit quelque chose de l'ordre de la NDE. On y retrouve l'absence de repères temporels qu'on retrouve dans les NDE, pas forcément dans les OBE, me semble-t-il. NDE, donc expérience de mort imminente. Hein, expérience de mort imminente, et OBE, c'est sortie hors du corps, mais sans danger pour la vie. Là, justement, il y a au moins un ressenti de danger pour sa vie. Ne serait-ce qu'en voyant son compagnon en bas, en train de la secouer, en train de la réveiller et de la ramener à la vie précisément. Quoi. Voilà. Je suis en train de me perdre un petit peu. Juste une question pour vous, Odile. Est-ce que lorsque vous étiez petite, ces malaises à répétition, les gens craignaient pour votre vie? La première fois que ça m'est arrivé, j'avais 1 an et demi. Ma mère a eu très peur parce qu'elle pensait que j'étais morte. Et après, oui, mes parents s'en inquiétaient, bien sûr, mais on m'avait amené chez le médecin, j'avais même passé un électroencéphalogramme, on n'avait rien trouvé. Et puis plus j'ai grandi et plus ça s'est estompé, et puis à l'âge adulte, ça m'arrivait occasionnellement. Donc il y avait une vraie crainte inconsciente de perdre la vie quand même, hein? J'ai jamais pensé que je pouvais mourir en faisant ces malaises. C'était embêtant dans le sens où les 3/4 du temps je le sentais pas arriver. Donc je pouvais m'effondrer subitement comme ça et puis voilà quoi. Mais j'ai jamais pensé que je pouvais mourir. D'accord. Pierre. Par contre, attendez, Odile, juste je redonne la parole à Pierre et ensuite ce sera à vous, d'accord? Oui, Odile, ce sentiment peut être partagé en fait parce que Jocelyn Morisson hier nous a parlé de NDE par empathie.
quand quelqu'un se rend dans un milieu hospitalier auprès de quelqu'un qui est susceptible de pouvoir partir, à ce moment-là, il peut lui arriver de vivre une NDE, une NDE par empathie. Donc là, non seulement vous, en vivant ce phénomène, mais en plus votre compagnon, en essayant de réagir à ce phénomène, tout ça, ça peut amener à penser à une NDE. D'autre part, la NDE, Renaud a évoqué les NDE négatives, elles peuvent prendre vraiment des formes très diverses, pratiquement de la simple sortie hors du corps, semble-t-il, comme il vous est arrivé, jusqu'à la vision du tunnel, de la lumière et de tout ce qui va avec dans les cas de forte amplitude, on va dire. Vous vouliez revenir sur le deuxième phénomène que vous avez vécu, Odile? Oui, mais avant ça, je voulais faire une petite parenthèse. Oui. C'est-à-dire que lorsque mon ami s'est suicidé, c'est moi qui l'ai trouvé. Et il y a un détail qui m'a frappé. Et quand je l'ai découvert, j'ai su qu'il était mort parce que en fait il s'est suicidé par pendaison. Et quand je l'ai trouvé là, j'ai décroché, je l'ai couché sur le lit et j'ai essayé de le ranimer. Et en m'appuyant sur lui, j'ai mis ma main au niveau du haut de sa cuisse, quoi. Et là, son jean était tout trempé. Et c'est là que j'ai compris qu'il s'était uriné dessus. Et là, je me suis dit, c'est sûr qu'il est mort. Et ça m'a fait repenser quand j'avais fait cette sortie de corps. Oui, la similitude avec ce que vous aviez vécu, vous. Et quand moi, j'avais vécu cette même chose, quoi. Merci beaucoup en tout cas, Odile, de nous avoir. Je pourrais dire quelque chose. Oui, bien sûr, Renaud. Oui, bien sûr, Renaud. Oui. Parce que tout à l'heure vous m'avez posé la question entre OBE et EMI, et alors que c'est maintenant qu'il fallait vraiment. Oui, allez-y. Oui. Alors, ce qu'on a ici, c'est qu'on a un véritable choc émotionnel, même si c'est après coup qu'il est ressenti. La découverte d'un suicidé, c'est pas quelque chose de facile. Et au niveau, on a dit que c'était un rêve, la deuxième expérience, mais c'est vrai que au niveau des contenus, si on prend seulement les contenus, ça a tout d'une NDE. C'est toute la scène, le canal, la pirogue, l'habit de lumière, le message d'amour, le retour, le gouffre. C'est vrai que dans cette trame, on s'y retrouve. Mais ce que je voudrais souligner, en fait, et qui n'a pas forcément été montré, c'est toute cette partie sur l'intérêt comme symbolisation, comme passage, comme la deuxième expérience permet de faire le deuil de se suicider, et en particulier par cette notion qui revient à différents moments, ce lâcher prise, qui passe aussi par lâcher son urine. Et ce lâcher prise qui, à la fin de la deuxième expérience, se retrouve aussi avec une main prise qui permet de le réveil et le retour à la réalité. Et dans ce passage avec ce lâcher prise, il y a aussi un deuil et la personne qui part, en fait. On accepte que l'autre parte. Voilà, tout à fait, exactement. Et je pense que c'était important de noter cet intérêt psychologique aussi de cette expérience qui permet d'intégrer, en fait, un choc émotionnel. Oui, tout à fait. Là, on a reçu un SMS, j'en parlais tout à l'heure, celui de Caroline de Toulouse, qui dit « Une nuit, dans mon sommeil, je suis sorti de mon corps, je commençais à flotter, et une partie de mon subconscient m'a dit « Merde, je ne respire plus ». Pourtant, je me sentais très bien, j'étais entouré d'un doux halo lumineux, je ne voulais pas redescendre, et d'un coup, je suis retombé dans mon corps et j'ai dû faire un effort pour me remettre à respirer, et je me suis réveillé. Bonsoir et continuez votre émission, Caroline de Toulouse. Mon cher Bernard Auriol, là ça ressemble aussi à une sortie hors du corps, ce genre de phénomène. Quoique le doux halo bleu est quand même un peu particulier. Oui. Déjà, elle dit que Caroline, vous dites, je ne sais pas si vous écoutez, mais vous dites que vous ne respirez plus. Alors évidemment, on sait très bien que pendant le sommeil, il y a un certain nombre de gens qui ont des problèmes d'arrêt respiratoire, exact, c'est vrai, qui n'est pas quelque chose d'extrêmement dangereux, mais que
si cela se répète constamment, on propose de traiter. Faire de l'apnée, je crois, ça s'appelle comme ça. L'apnée du sommeil, voilà, oui. Alors on propose de le traiter. Il y a même des traitements entre guillemets héroïques du genre d'enlever la moitié du voile du palais ou enfin, le plus simple, c'est souvent de maigrir parce que beaucoup de gens qui sont en surpoids peuvent avoir ce phénomène. Également de ne pas boire d'alcool parce que lorsqu'on boit de l'alcool, on a un sommeil extrêmement lourd et qui aboutit parfois à ces arrêts respiratoires. Maintenant, les arrêts respiratoires, ce n'est pas forcément un phénomène pathologique, il est connu aussi dans les expériences mystiques. Les mystiques de différents courants religieux, qu'ils soient hindouistes, soufis ou chrétiens, on revendique des moments où, étant plongés dans une extase, dans une transe, dans une forme en tout cas d'expérience spirituelle, constatent que pendant un certain temps, ils n'ont pas respiré, et ceci sans qu'il y ait eu une nuisance pour leur santé, si vous voulez. C'est-à-dire que le corps et l'esprit étant dans une paix extrêmement grande, une sérénité, une relaxation, pour parler en termes plus physiologiques, l'oxygène n'est plus dépensé par le corps, et comme il n'est plus dépensé par le corps, il n'est pas nécessaire non plus de respirer, ce qui expliquerait d'ailleurs que certains yogis puissent rester enfermés dans un espace très restreint avec très peu d'air, on a parlé de cercueils de verre, de choses comme ça, sans avoir la nécessité de respirer pendant plusieurs heures. Et bien sûr, cela n'est pas possible simplement en retenant sa respiration, mais vous n'avez pas retenu votre respiration, Caroline, mais plutôt en acceptant tranquillement de ne pas avoir besoin d'oxygène. Également, les plongeurs en apnée, vous savez, font beaucoup de yoga d'ailleurs. Cultivent le yoga pour aboutir à ce phénomène. Et donc, alors le halo lumineux, c'est tout à fait intéressant, mais bien entendu, un halo lumineux autour de votre corps, ça supposerait que vous regardiez votre corps de l'extérieur, et donc on serait là, oui, en effet, dans quelque chose du style de sortie du corps, à moins que simplement on peut regarder son corps sans sortir de son corps, évidemment. Je peux regarder mes mains, je peux regarder mes pieds. Mais ce halo lumineux a bien sûr à voir aussi avec la spiritualité. Vous savez, on représente les saints dans différentes religions avec une auréole, une aura, une mandorle, en fait différents termes pour décrire ce phénomène lumineux pour lequel d'ailleurs des expériences qui avaient été tentées dans le cadre de la méditation transcendantale n'ont pas montré qu'il y ait vraiment émission de lumière de la part de la personne qui était le siège de ce halo lumineux, mais plutôt qu'il s'agit plutôt en fait d'un phénomène subjectif chez celui qui regarde le saint. Avant de retrouver Jeanne, il me semble, pour un prochain témoignage, puisque nous avons évoqué l'aura, Renaud Évrard, est-ce que des expériences ont été réalisées pour essayer d'abord de savoir si ça existe? Les auras? Les auras, oui. Qu'est-ce qu'on en sait? Effectivement, ça a été fait, oui. Ça a été fait avec des résultats très variables, c'est-à-dire que certains expérimentateurs trouvaient des auras, mais on a eu d'autres expérimentateurs qui ensuite ont essayé de répliquer les expériences et n'ont pas trouvé les mêmes résultats. Donc on est un peu dans l'indécision et plutôt dans le côté négatif, c'est-à-dire qu'on a trouvé des artefacts électriques d'électricité dégagée par le corps qui sont pas des auras en sens où ce serait un substrat spirituel de je ne sais quoi du corps astral. Là on a des interactions qui sont physiques mais classiques, connues et rien de vraiment pas d'aura colorée, répertoriée, tout ça. En ce qui concerne l'effet Kirlian, on est d'accord, il ne s'agit absolument pas d'aura, c'est autre chose, hein? C'est ça qui est testé derrière en fait. L'effet Kirlian, c'est cette idée d'une aura, et là c'était testé pour certaines parties du corps avec des moyens de le mesurer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les auras, ça existe, mais pour de vrai. Il y a quelque chose qui est très développé mais très peu connu, c'est les auras migréniques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont voir des auras du fait d'une migraine en fait. C'est-à-dire, explique-moi ça, parce que là, je vous suis pas là. En fait, j'ai rencontré justement un chercheur dans ces sujets, et donc vous pouvez même voir son site. Il y a une partie en anglais et en allemand, c'est migraineaura.com, ou aura migraine. Et
le principe est celui-là, et des personnes qui ont dit migrainiques, donc qui sont atteintes de migraines fréquentes, répétitives. Ouais. Donc on pense que c'est un trouble du cerveau, neurophysiologique. Ont, parmi les maux de tête et autres désagréments provoqués par les migraines, l'apparition d'aura sur les objets, sur les choses, et on a beaucoup de dessins, de tableaux, de choses qui même datent de très longtemps, du Moyen-Âge, on a retrouvé, où en fait ce sont les contours des objets, les formes qui sont altérées, et on obtient des auras, des semblants d'aura. En fait, ce sont des impressions qui sont à la fois hallucinées, mais hallucinées d'une façon qui n'est pas pathologique, qui est produite par le corps, et voilà, en fait. C'est pas un problème. La personne n'est pas folle si elle voit des auras. Elle peut consulter, par contre. Ça peut permettre de déterminer si c'est dû à des migraines. D'accord, très bien. Voilà. Docteur Auriol, vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet? Oui, pour dire que personnellement, j'ai écrit un article sur les auras dans le dictionnaire de l'ésotérisme paru aux presses universitaires de France, où j'ai essayé d'expliquer ma propre interprétation des auras, qui rejoignent celle que vous venez d'évoquer, Renaud Évrard. Savoir que l'aura n'est pas dans l'objet qui est regardé, plus exactement n'est pas dans le personnage, dans le saint généralement, dans le personnage admiré qu'on regarde, mais elle est plutôt dans l'œil de celui qui regarde, selon un phénomène tout à fait simple. C'est-à-dire que lorsque nous sommes très détendus, lorsque nous sommes dans le noir, notre pupille se dilate. Et si, à ce moment-là, nous déplaçons notre regard de l'obscurité vers la lumière, c'est vrai que les objets ont un contour flou et comme s'ils émettaient un rayonnement. Ce phénomène, ce n'est pas seulement lorsque nous avons été dans le noir, c'est aussi lorsque nous regardons avec amour ou avec dévotion et admiration quelqu'un. À ce moment-là, notre pupille se dilate. D'accord. C'est d'ailleurs le procédé qu'utilisaient les belles italiennes avec ce qu'on appelle la bella donna, c'est-à-dire celle qui rend belle la donna. Ouais. Et ce produit était un produit qui dilatait la pupille. Alors ces dames avaient une pupille dilatée, c'est-à-dire la pupille de quelqu'un qui aime et qui admire. Ouais. Et c'était extrêmement séduisant pour la personne qui était regardée et admirée, n'est-ce pas? Avec les auras, on aura fait des trucs très intéressants. Et donc, lorsqu'on sort de chez l'ophtalmologiste et qu'il nous a mis de l'atropine, qui a le même effet que la belladonna, pour dilater la pupille, eh bien, on voit des auras. Et ces auras ont une origine là qui est chimique, mais on n'a pas besoin de cette chimie pour voir des auras. Si nous méditons beaucoup, nous allons voir beaucoup de gens avec des auras, parce que il y a une détente des phénomènes du système nerveux végétatif qui produisent cette dilatation de la pupille, et en particulier si nous admirons beaucoup quelqu'un. Ce n'est pas étonnant que les saints aient été peints avec des auras, parce que le peintre certainement les admirait. Ah, très joli ça. Vous restez avec nous, une pause, et on va retrouver le témoignage de Jeanne qui nous appelle de Figueras. Vous-même, si vous avez vécu quelque chose de l'ordre du paranormal, vous nous appelez au 0826 300 300, 0826 300 300 pour nous poser des questions à mes invités, le docteur Bernard Auriol, Pierre Massias, Renaud Évrard, qui sont en notre compagnie pour vous écouter et vous apporter des réponses, évidemment, et vous rassurer si vous avez vécu quelque chose de l'ordre du paranormal. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Avec mes invités, le docteur Bernard Auriol, Pierre Massias et Renaud Évrard. Jeanne nous rejoint. Bonsoir Jeanne. Bonsoir. Merci de venir nous rejoindre. Vous nous appelez de Figueras. Oui, c'est ça. On vous entend très très bien d'ailleurs. Je crois que c'est une des seules radios que je puisse prendre avec ma petite radio, quoi. Ah, très bien. Et vous me tenez compagnie le soir. Écoutez, c'est très gentil à vous et merci de nous appeler de si loin. Oui. Vous avez vécu quelque chose de particulier. Oui, dernièrement, oui. Racontez-nous. Alors voilà, j'ai été pas abandonnée, j'ai été laissée par ma mère à l'âge de 4 ans. Vous avez été laissée par votre mère à l'âge de 4 ans, d'accord. À l'âge de 4 ans, chez mon parrain et ma marraine, qui étaient de la famille, du côté de mon père. Ma mère a jugé que je serais très bien avec eux plutôt que se remarier, se remarier et d'avoir un beau-père, ou si mon
mon père se marier et d'avoir une belle-mère de l'autre côté. Donc c'est mon parrain et ma marraine ne pouvant pas avoir d'enfants à l'époque, on demandait si elle voulait bien me laisser chez elle. Oui. Donc elle a dû le départ. Ensuite les affaires de famille, jusqu'à l'âge de 4 ans, elle venait me voir tous les week-ends, elle me prenait avec elle. Et à l'âge de 4 ans, il a dû se passer quelque chose entre les deux familles. Et ma mère n'est plus jamais revenue me voir. Au lieu moi, je pense dans ma petite tête que elle avait peur et étant d'origine corse et d'origine sicilienne, vous voyez ce que ça peut donner. C'est un peu explosif comme mélange, voilà, effectivement. Le couteau était toujours en plein milieu de la table, je crois. Très bien. Et voilà. Et donc, je n'ai plus revu ma mère. Je la voyais, j'habitais dans la même ville en Afrique du Nord qu'elle. Mais j'avais interdiction de la voir, c'est-à-dire que quand elle passait dans la rue, qu'elle allait chez un de ses frères, son frère m'avertissait, tu sais, ta maman va venir, attention de ne pas sortir. Donc je baissais les rideaux, je la regardais à travers les rideaux. Voilà, moi j'essayais toujours, mais je n'osais pas demander de nouvelles de ma mère à qui que ce soit parce que j'avais peur. Après tout, mon parrain, ma marraine, ma grand-mère, tout le monde était aux anges de m'avoir et j'avais peur de les blesser. Donc j'ai vécu avec ce manque pas affectif parce que je l'avais de l'autre côté, mais ce manque de la voir, de l'approcher, de lui parler. Oui. Et donc je me suis mariée, je suis rentrée en France, je me suis mariée et je racontais à mon mari tout ce qui m'était arrivé. Et mon mari, quand nous avons eu Internet, mon mari a commencé à chercher sur Internet. J'avais son extrait de naissance chaque fois que je demandais à Nantes. Et on a cherché, on a passé des journées, on a passé des nuits à chercher. On ne trouverait rien. Mon mari a eu un cancer il y a 3 ans. Il est décédé cette année. Oui. Et donc, nous avons cette maison à Figueras, là où j'habite la région parisienne, et j'ai cet appartement à Figueras, où on est très bien d'ailleurs. Et on regardait toujours les vieilles photos de famille. Et tous les ans, on faisait une demi-journée de regarder. Et donc là, il est mort en 2005, début 2005, et en l'année de sa mort, l'année avant, nous étions à Figueras, nous avons vu des photos, et il y avait toujours cette photo de de ma mère, qui avait 20 ans à l'époque. Donc elle était toujours là, on m'a toujours dit, ça c'est ta mère. Bon, très bien. Et mon mari regardait toujours, il me disait, est-ce que tu ressembles à ta mère, mais voilà. Et mon mari étant décédé au mois de février, à Paris, ayant besoin pour des formalités, le notaire me dit, il faudrait retrouver votre mère. Je dis, écoutez, je ne sais pas où elle est, je ne peux pas la retrouver. Demandez un extrait de naissance. Je demande un extrait de naissance. Le jour où je reçois l'extrait de naissance, j'étais invitée chez quelqu'un de ma famille. Et cette personne ne m'a jamais parlé de ma mère. Et ce jour-là, elle me parle et me dit, écoute, je voudrais te poser une question discrète, est-ce que tu sais où est ta mère? Je dis, pas du tout, et si tu vois, j'ai la lettre dans mon sac, aujourd'hui j'ai reçu l'extrait de naissance. Et je lui montre l'extrait de naissance. Et à ce moment-là, il dit, l'extrait, il me dit, mais attends, il y a un faux, c'est pas le nom de ta mère remariée. Il me dit, il y a une erreur. Au lieu de terminer comme il y a écrit par ER, son nom s'écrit par AS à la fin. Oui. Je dis, mais tu le sais? Il me dit, mais oui, parce que je faisais des courses cyclistes avec son beau-frère. Bon, ça c'était un mercredi. Bon, ça m'a troublé, ça m'a tourné. Et le lundi matin, je descends pour faire des formalités avec les papiers de la voiture de mon mari. Je descends, je sors les papiers de la voiture avant de monter dans la voiture. Et il y a quelque chose qui tombe par terre. Je regarde, je prends la chose. Et c'était la photo de ma mère qui était Figueras. Donc ma mère, cette photo a été prise pour mon mari sans me le dire. Il me l'aurait demandé, je lui aurais dit oui, tu peux la prendre. Pourquoi l'a-t-il prise et pourquoi l'a-t-il cachée finalement dans des papiers, dans des papiers de voiture? Il aurait pu l'avoir dans son porte-monnaie ou me le dire. Oui. Bon, il décède. À ce moment-là, là j'étais très très mal.
Et je rentre à la maison après avoir fait ma course et je me couche. J'étais pas bien du tout. Je dis, voisine, écoutez, si à 8 heures je suis pas réveillée, venez me voir. J'étais pas bien. Et à 7h30, tout d'un coup, je me suis réveillée, je me suis couchée. Et à 7h30 le soir, il était 5 heures quand je me suis couchée. D'un seul coup, je me suis levée et je me suis dit, écoute, c'est aujourd'hui ou jamais que tu retrouveras ta mère. Aujourd'hui ou jamais. Ça vous est arrivé dessus comme ça, comme une évidence? Oui, tout de suite, absolument. Et c'était un mois après le décès de mon mari. Oui. Et après avoir vu la photo ce jour-là. Oui. Et donc, je me suis mis sur Internet. Je tape son nom sur Paris, avec le même prénom. Pourquoi Paris? Je tombe sur quelqu'un, j'appelle quelqu'un qui me dit, non, j'ai jamais vécu en Afrique du Nord et tout ça. Bon, très bien, madame. Je me dis, dans ma tête, tout fort, je me fais la réflexion, mais après tout, peut-être elle est au soleil, pourquoi elle serait à Paris? Tu es bête. Et je tape Nice. Je tombe sur 4 personnes qui portent son nom, et les 3 premières m'ont dit, non, on a une tante qui s'appelle comme ça, exactement les mêmes prénoms, mais non, mais elle n'a jamais été. Et la 4e personne, qui me dit, oui, c'est ma belle-sœur. Ah bon, j'ai dit, écoutez, c'est peut-être notre belle-sœur qui habite Nantes, là, comme les 4 premiers. Ah non, elle habite ici, dans le sud. J'ai dit, elle a vécu au Maroc, oui, absolument, tant d'années, elle me dit tout. J'ai dit, elle est vivante. Elle me dit, bien sûr, elle est vivante. Elle dit, j'étais avec elle au téléphone il y a une demi-heure. Alors j'ai dit, écoutez, je vous remercie, je suis une de ses anciennes amies, je la recherche. Je voudrais la voir. Et elle me dit, écoutez, ne cherchez pas sur Internet, rien du tout, je vais vous donner son numéro de téléphone. Et à ce moment-là, j'étais très, très remuée. Et je me suis dit, il faut que tu le fasses, parce que tu ne le sauras jamais si tu ne le fais pas. Et je l'ai fait. Il était 9h moins le quart le soir. Et je l'ai eu en ligne. J'ai eu au bout du fil. Alors j'ai commencé par un tâton, par lui parler de mes familles. Et elle m'en a dit le plus grand bien. Alors, est-ce que c'est d'avoir dit du bien de ma famille? Je lui ai dit est-ce qu'elle connaissait tout d'un coup Jeanne? Alors, elle m'appelait Janine étant petite. Elle me dit, oui, Janine, c'est ma fille aînée et tout ça. Mais vous êtes une de ses amies. Dites-moi, je veux savoir où elle est. Et je lui ai dit carrément, c'est moi. Oui. Donc on s'est retrouvés. Oui. Donc, j'ai pas un amour, si vous voulez, comment dirais-je, ceux qui m'ont élevé, c'est ça, ce sont mes parents. Oui. Mais pourquoi avoir pris cette photo? Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que vous avez fait des années de démarches pour essayer de retrouver votre mère. Et votre mari décède, vous retrouvez cette photo, et un jour, vous faites une sieste et vous vous levez précipitamment en ayant cette évidence dans la tête, aujourd'hui, je retrouve ma mère. Aujourd'hui ou jamais. Voilà. Et vous l'avez retrouvée ce jour-là. Ce jour-là, absolument. Absolument. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Docteur Auriol, est-ce que on peut dire que c'est du hasard, que après des années de recherche, ce jour-là, elle dit aujourd'hui je retrouve ma mère, et pan, ça se fait, tout s'enchevêtre, tout se met en place pour que finalement, tac, elle a pris une décision et elle la retrouve quelques heures plus tard. C'est du hasard, c'est quoi? Alors, je dirais pas que c'est du hasard. Simplement, l'explication par l'intervention de phénomènes paranormaux n'est pas complètement indispensable, si vous voulez, dans la mesure où on peut se dire que, par exemple, elle a été ce jour-là vraiment motivée, décidée à faire ce qu'il fallait pour mettre la main, si je puis dire, sur sa mère, et elle y est parvenue. Alors évidemment, il y a le fait qu'on lui a corrigé le nom de sa mère, qui a pu beaucoup l'aider, j'imagine, pour la retrouver, parce qu'en la cherchant avec un nom déformé, bien sûr, elle avait peu de chances de la retrouver. Renaud, je me retourne vers vous. Est-ce que c'est du hasard? Est-ce que ça rentre dans le cadre du hasard? Alors, en fait, il y aurait deux façons de le voir. Nous, en perspective externe, on a l'impression à la fois, comme dit Bernard, que les moyens rationnels sont mis en place et donc on peut se passer de l'hypothèse paranormale, parapsychologique, mais d'une façon, du point de vue de la personne qui le vit, donc Jeanne, bonsoir Jeanne en fait,
il se passe deux choses. Alors, il y a d'une part, après, il y a reconstitution de tous les petits signes qui ont fait en sorte que la rencontre se mette en place. Donc, c'est des signes qui peuvent être interprétés, qui peuvent être pris comme des interprétations, mais on peut aussi penser ça d'une façon un peu plus forcée, un peu plus élevée, en disant que là, on a vraiment en face une sorte de processus final. La finalité. La finalité, c'est justement l'inverse de la causalité. La causalité détermine des effets, de façon du passé vers le présent, et la finalité détermine des moyens du futur vers le présent, en fait. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une grande finalité qui est même qui fait même une sorte d'impact, d'impulsion dans l'esprit en disant aujourd'hui je retrouve ma mère. Ça tient de l'affectif, ça tient de la volonté très profonde. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a à la fois des moyens rationnels et des moyens qui sont, je dirais, un peu plus flous, c'est-à-dire qui interviennent, qui sont, je dirais, d'un ordre plus magique dans la perception qu'on peut en avoir, c'est-à-dire la photo qui tombe par hasard, le nom qui est changé, les quelque chose, se dire comme par exemple de regarder à Nice après avoir regardé sur Paris, c'est pas si évident que ça en fait. Oui. Et donc il y a quelques éléments qui, comme vous avez dit, participent d'un enchevêtrement. Il y a des coups de pouce du destin comme ça, plusieurs qui se mettent en place, qui sont étonnants quand même. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut noter? On peut se passer de l'hypothèse paranormale, parapsychologique de notre point de vue extérieur, mais en même temps, on se rend compte qu'il y a des processus finaux qui peuvent avoir lieu et qui, même si on va pas les reconnaître nous à l'extérieur, ont un impact et une importance pour notre vie personnelle, pour notre cheminement personnel. Voilà. Merci en tout cas, Jeanne, de nous avoir appelée de Figueras. Restez-nous fidèles et merci de nous avoir confié cette jolie histoire. 0826 300 300, continuez à nous appeler si vous avez vécu quelque chose de l'ordre du paranormal, que ce soit dans le domaine de la guérison, dans le domaine du rêve prémonitoire, dans le domaine de la voyance, de sortie hors du corps, bien entendu. Vous nous appelez 0826 300 300. Morad est au standard pour recueillir vos témoignages et Bernard Auriol, Pierre Massias et Renaud Évra sont en ma compagnie pour vous aider à apporter des réponses à vos questions. Alain de Sainte-Marie va venir nous rejoindre dans quelques instants et avec lui nous parlerons entre autres de voyance. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. L'émission entière est consacrée à vos témoignages, vous le savez, vous pouvez encore nous appeler, vous inscrire au 0826 300 300 pour intervenir sur notre antenne et nous rapporter ce que vous avez vécu, nous faire ce joli cadeau comme l'ont fait les auditrices précédentes. Alain nous rejoint. Alain, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voulais revenir sur l'aura. Oui. Et j'apporte un témoignage sur les visions des auras. Je voulais répondre au professeur Auriol pour commencer par rapport à son approche neurologique. Moi, je vois des auras depuis que je suis petit. Oui. Alors, vous les voyez, alors ça se passe comment? Parce que voilà, ça m'intéresse. Vous décidez de le voir ou vous le voyez en permanence? Ce qui peut être un peu troublant à force, mais vous décidez de le voir et vous la voyez? Voilà, je décide de le voir. Je le vois pas en permanence. Parfois, ça se présente à moi. Ça s'impose, Voilà, ça s'impose. Mais en décidant de le voir, on peut facilement voir l'aura à condition d'être en contre-jour. Oui. Alors qu'est-ce que vous dites-nous un petit peu comment ce que vous voyez. Décrivez-nous ce que vous voyez en fait. Voilà. Alors quand on voit pour ma part, quand je vois les auras, elles ne sont pas attachées aux objets ni au corps. Elles sont toujours à une certaine distance du corps ou de l'objet. Alors pour un être humain, ça va être à 1 centimètre globalement. Un objet, ce sera beaucoup plus près, genre 1 ou 2 millimètres. Mais l'aura n'est pas attachée. Et globalement, ces auras concernant les objets, ça tend vers le gris-bleu, mais plutôt vers le gris. Et concernant tout être vivant, ça va sur le bleu, sur le scintillement irisé et sur le bleu quand les gens sont bien portants ou quand les plantes sont bien portantes. C'est-à-dire que même là vous êtes en train de nous dire que végétaux, animaux et humains ont donc cette aura, hein? Oui, tout être vivant a de l'aura et les minéraux également. Ok. D'accord. Minéraux également. Donc ça, ce sont des auras. Pour les êtres humains, les animaux et les végétaux, en fonction de leur état de santé, vous avez l'aura qui bouge et qui est en mouvance, plus ou moins. Une aura sur quelqu'un de bien portant, c'est
une aura proprement parler qui a toujours la même distance, que ce soit côté gauche, côté droit, tout autour de la personne. Si la personne vient à être malade, vous apercevez un côté un peu sombre et qui est en renfoncement par rapport au reste du corps, par rapport au reste de l'aura. Oui. Donc ça, c'est quelque chose d'assez précis. Et j'ai un exemple encore plus précis qui m'est arrivé il y a quelques années au décès de mon beau-père. Au milieu de l'église, il y avait le cercueil qui était là près de l'autel. Et tout d'un coup, j'aperçois mon beau-père qui s'assoit sur le cercueil et qui se relève, qui se met debout devant le cercueil en étant, semble-t-il, un peu perdu. Et c'est simplement en faisant une prière, une sorte de raisonnement pour qu'il soit happé par les forces bienveillantes, et bien que j'ai vu mon beau-père partir et s'élever dans cette aura et disparaître. Voilà, donc c'est une aura post-mortem qui existe également, mais une aura... Une apparition, quoi, en quelque sorte. Ça, c'était plutôt une apparition, non ? Pas totalement, oui, une apparition, si vous voulez, une apparition qui disparaît, une apparition également, mais entourée d'aura, pas une apparition classique. Donc, cette aura dont on parle, moi, pathologiquement, je suis pas malade, je suis bien portant. Et les auras au niveau des bourgeons des plantes, par exemple, j'explique ça des fois à des gens à qui je fais des conférences, et de voir ces petits bourgeons simplement à contre-jour, vous voyez l'irisation et l'élément vital de la plante en question. Donc ça peut être donné à tout le monde avec effet de contre-jour, de voir cette irisation et cette énergie électrique autour de la plante qui tend à dire qu'on ne se met pas dans un état de conscience au préalable pour pouvoir avoir accès à ça. Une question, je vous la pose parce que je sens que ceux et celles qui nous écoutent se la posent également. Quand vous dites regarder les choses à contre-jour, est-ce que ça donne pas un effet d'optique également ? Ben non, oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je vois ce que vous voulez dire, mais c'est quand je dis à contre-jour, c'est pour ne pas être aveuglé par un excès de lumière. Alors il peut y avoir un effet d'optique, par exemple, peut-être à l'extérieur, mais c'est dans n'importe quelle condition. Quand je vois des auras, j'essaye de voir des auras sur des personnes qui seraient un tant soit peu malades, je les mets toujours devant du blanc. Je les mets pas devant le marron, tout simplement parce que le blanc, au niveau de son spectre, va me faire ressortir la couleur ou grise, marron ou bleu, en fonction de l'état de santé de la personne. Donc ce sera un effet de rebond lumineux au niveau de la clairvoyance ou au niveau de la vision de cette aura, qui sera plus palpable, plus facile à regarder, si vous voulez. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et donc, selon vous, pas besoin d'exercice, de mise en relaxation, de méditation pour percevoir ce halo lumineux autour des corps. Moi, je ne pense pas. Alors maintenant, c'est tout à fait personnel, puisque je suis médium guérisseur depuis l'âge de 7 ans. Donc peut-être ai-je des facultés ou certaines facultés que d'autres n'auront pas ou que d'autres ont également, mais ça ne remet pas en question la possibilité dans certaines circonstances pour tout un chacun, je vous dis, de voir un élément vital. Maintenant, les gens ont plus facilement accès à l'aura des éléments vivants qu'à l'aura des objets. Oui. L'aura des objets, ça demande à avoir un certain un certain retrait de vision par rapport à l'objet pour pouvoir voir son aura. Alors je m'explique, c'est un petit peu comme si vous aviez un objet à 80 cm, vous le fixez, vous ne voyez rien, et vous regardez toujours cet objet, vous reculez de 20 cm, vous avez donc une sorte de troisième dimension dans votre cerveau qui fait que vous allez apercevoir un champ magnétique autour de cet objet. C'est une façon de pouvoir avoir accès c'est une technique, quoi, d'accord. C'est une sorte de technique, mais tout objet, tout élément sur Terre a une ombre, a une aura. Et vous nous avez dit, cette aura, pour tout ce qui est vivant, est dans les tons bleutés. Donc il n'y a pas je vais peut-être dire une bêtise, mais du rouge, du orange, du jaune, vous voyez, du vert, des choses comme ça. C'est uniquement dans les teintes, dans les nuances du bleuté, du gris bleu ou du bleu.
Quand on n'est pas malade, c'est gris bleu ou bleu. Et quand on est un petit peu malade, ça tourne à la couleur gris marron. Oui. Voilà, ce qui fait que ça devient une partie énergétique morte, puisqu'elle est plus dans des tons de froid. Voilà, donc ça c'est très très précis. L'aura, c'est très très précis quand les gens peuvent l'avoir. Et effectivement, on n'est pas dans comme l'étude des IRM ou assisté par ordinateur qui donne des spectres de couleurs qui sont intéressantes. Mais là, c'est bicolore. C'est à la fois simplement la vie et la mort, quoi. Oui, tout à fait. Je me tourne vers Renaud Évrard pour lui demander ce qu'il pense de cette manière de voir les auras. Renaud Évrard. Déjà, je salue Alain, je le remercie parce que je trouvais qu'on n'avait pas du tout épuisé le sujet des auras. L'émission n'y est pas consacrée. Voilà quoi. Oh ben on a le temps là, on peut en parler puisque c'est ouvert à tous les sujets, vous voyez. Moi-même, je vais faire déjà une petite parenthèse. Je connais d'autres cas d'aura qui sont pas réductibles, au processus que j'ai énoncé tout à l'heure. Par exemple, j'ai une amie qui est musicienne et qui depuis très longtemps voit les auras de certaines personnes. Donc avec des couleurs qui correspondent chez elle à une sorte de code, et elle arrive à deviner à l'avance l'aura de personnes qu'elle va rencontrer et qui sont à 100 mètres d'elle. Elle les voit arriver en bleu foncé et elle sait qu'elles ont un problème, qu'elles sont tristes ou des choses comme ça en fait. Et avec des réussites personnelles. Et donc c'est vrai que là il se passe quelque chose qui se rapproche de la parapsychologie ou de phénomènes paranormaux. Donc là je reviens au cas d'Alain. Il y a plusieurs choses. C'est vrai que l'élévation de l'aura post-mortem, comme on a dit du beau-père, peut être comprise comme une apparition. Ça peut se comprendre comme ça en fait. J'ai l'impression que ce serait suffisant. Après, toute cette question autour de l'aura des êtres vivants, des objets et toute la théorie qui a été développée par Alain, ça me semble assez personnel, assez problématique pour tester ça ou quoi que ce soit. Oui, c'est sa technique à lui, c'est sa manière à lui. Donc, ce qu'a dit Alain, c'est vrai que il n'y a pas de pathologie forcément à suspecter du côté de la personne qui voit des auras, pas non plus d'état modifié de conscience nécessaire. Ils peuvent survenir, mais ils sont pas forcément nécessaires. Je pense pas non plus. Je suis assez d'accord avec Alain là-dessus. Après. Il y a des codes personnels que j'ai l'impression en fait. C'est-à-dire que c'est une signification personnelle que va prendre l'aura, un système symbolique qui peut propre à chaque personne. Voilà, c'est ça, et qui permet justement de faire une sorte de test projectif, rétroprojectif, c'est-à-dire qui permet d'avoir des informations peut-être paranormales, mais d'une manière détournée. Voilà. Je reviens vers vous, Alain, pour vous poser une question, parce que là, ce qu'a dit Renaud Évrard est intéressant. Est-ce que, en regardant les auras comme vous le faites, vous avez la possibilité de percevoir si une personne est en colère, est malheureuse, est heureuse? Est-ce qu'il y a des nuances? Oui, il y a des nuances dans la mouvance de l'aura, c'est-à-dire qu'en fonction de la colère, comme vous dites, ou d'un malheur, tout ce qui est malheureux et non dit, je dirais, fait disparaître une partie de l'aura. D'accord. Et donc, on dira une sorte de dépression physique comme la dépression mentale, qui fait qu'il y a une absorption de son énergie à l'intérieur du corps, donc on va se densifier dans la matière. Et se densifier dans la matière, un petit peu comme la matière, quand on vieillit, on se densifie dans sa matière, on est en explosion et on grossit. Et une fois qu'on est sage et qu'on va vers la mort, on redescend vers un corps plus amaigri, que je parle de ça quand on vieillit bien, et l'esprit transcende la matière. Donc ça, c'est un petit peu ça se retraduit de la même manière quand on est vivant et malade. Son aura et son énergie disparaissent autour du corps en tout ou partie en fonction de l'évolution de la maladie. Alors je voulais rajouter quelque chose aussi par rapport à ça, parce que moi c'est un don que j'ai depuis toujours, et par rapport à cette aura, je voulais apporter un deuxième témoignage si je peux l'apporter maintenant. Et donc cette aura donne une certaine densité au corps, si vous voulez, une certaine densité au niveau du corps énergétique. Et quand j'essaye de décrypter, moi, des éléments
des gens malades, par exemple par photo. Alors voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que sur photo ou quand vous regardez la télé, vous pouvez percevoir également aux actualités, par exemple, les auras des personnes qu'on voit à la télévision? Voilà. Alors la télévision, il faut savoir que on peut voir des choses. La télévision, ça paraît assez subtil, mais quand une caméra prend une personne, vous aurez qu'à regarder un petit peu au niveau des écrans, on s'aperçoit qu'on traverse quelque chose au niveau de l'individu. Ça paraît invraisemblable comme ça, mais moi je vois bien souvent, quand je regarde la télévision, les traits, par exemple, le système veineux des gens, l'aspect au niveau du visage ou des mains, et la caméra traverse un petit peu, fait ressortir, comme un peintre qui arrive à faire ressortir des reliefs, la caméra le fait aussi facilement. Par exemple, avant que l'accident de Chirac, on s'apercevait, donc je mémorise ce que j'ai vu au niveau de la scène, un problème d'anévrisme, donc avec Chirac sur l'écran face à vous, donc c'est son côté gauche, nettement au-dessus de l'oreille et à côté de l'œil, où on voyait très précisément la veine affectée par ce qui lui est arrivé après. Donc ça, on peut le voir aussi télévisuellement. Moi, j'ai pas d'écran, si j'ose dire, pour ça. Et je ressens aussi le poids des individus et des auras sur photo. Alors je m'explique. Quand je prends des photos pour essayer de décrypter quelque chose sur quelqu'un de malade ou pas, la photo en question se met comme un tuyau, si vous voulez, elle s'enfonce dans ma main. J'appelle ça comme ça. Je prends la photo de quelqu'un, l'élément vital de la personne est tout à fait normal, donc la photo aurait plutôt tendance à rebondir, et en tout cas à rester neutre et à plat sur ma main. C'est ce que vous ressentez, ça c'est votre ressenti. Oui. Ça c'est mon ressenti. Oui. Et quand la personne est malade, la photo s'enfonce dans ma main, c'est-à-dire qu'elle se tourne dans l'autre sens, mais complètement. C'est comme s'il y avait le poids, je parlais de densité corporelle tout à l'heure, c'est comme si le poids du corps s'enfonçait dans ma main, c'est-à-dire comme s'il s'enfonçait dans la terre, et la personne est en train de s'élever, c'est-à-dire se dégage de son corps, et il y a une légèreté de l'être qui est en train d'arriver, et cette personne est très très malade, parce qu'elle est en préparation de détachement corporel. C'est-à-dire elle va mourir, quoi. Elle va mourir, en gros elle va mourir, oui. Ouais. Est-ce que... Dernière question, Alain. Est-ce qu'il vous est arrivé de croiser des gens, ou peut-être à la télévision, des personnages importants, ou je sais pas, qui ont une aura exceptionnelle? Est-ce que vous avez souvenir de ça? Alors des gens qui ont des auras exceptionnelles, il y en a pas beaucoup. Il y en a très très peu. C'est quand on est dans la vérité vraie, si j'ose dire, qu'on voit se dégager des auras. Oui. Il y a un scientifique, je crois qu'il s'appelle Jacquard, je crois, je suis fatigué, je crois que c'est ça, qui lui dégage une aura particulièrement importante. Oui. De mémoire. Oui. Il y a quelques individus comme ça, donc c'est pas forcément au niveau de l'écran que je vais rechercher. Oui, tout à fait. Je vais rechercher ça. Et alors ce que je voulais apporter aussi comme témoignage, vous parliez de voyance, le ressenti et la voyance immédiate. Je voudrais venir là-dessus parce que ça c'est quelque chose que j'ai relativement souvent. Et je vais vous citer un exemple. Alors là, juste Alain, une seconde. Pour la voyance, là je propose de vous rappeler, puisque c'est un sujet que l'on va entièrement aborder, développer lors d'une émission qui sera entièrement consacrée avec des spécialistes de la voyance. Donc là, on va vous recontacter pour pouvoir développer plus amplement et tranquillement justement ce type de phénomène qui mérite vraiment, je dirais, une émission à lui tout seul. Dans quelques minutes, un autre témoignage. Vous allez pouvoir continuer à nous appeler. Vous pouvez continuer à nous appeler au 0826 300 300. Intervenir également par SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace et vous envoyez votre commentaire, votre réaction ou, comme Caroline de Toulouse l'a fait tout à l'heure, un petit bout de votre témoignage au 71 200. On se retrouve dans quelques instants avec d'autres auditeurs, auditrices pour d'autres témoignages. Les aventuriers de l'étrange.
avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour nous faire part de vos témoignages si vous avez vécu quelque chose de l'ordre du paranormal. 0826 300 300. Morad est au standard pour recueillir vos témoignages. Alors, Docteur Auriol, Pierre Macias et Renaud Évrard sont en ma compagnie pour écouter ce que vous avez à nous dire et en discuter évidemment ensemble. Un autre Alain vient de nous rejoindre. Bonsoir Alain. Oui, allô, bonsoir. Vous nous appelez d'où Alain? Toulouse, très bien. Alors vous, Alain, vous voulez intervenir parce que vous aimeriez que, enfin, selon vous, toujours, que l'on ne dissocie pas la spiritualité et les phénomènes paranormaux. Ah oui, tout à fait. C'est bien, le message est bien reçu. Oui, Morad fait bien son boulot, il y a pas de souci. Très bien reçu. Oui. Oui, bon, c'est vrai que vos émissions sont intéressantes, les témoignages sont aussi intéressants, vous l'amenez également de façon, je dirais, tout à fait crédible. Oui. Mais c'est vrai que le risque dans ce type de sujet, c'est de rester que dans le paranormal. Alors que ces expériences... En même temps, c'est le but de l'émission. Oui. Voilà. Ces expériences sont assez partagées par pas mal de personnes, mais c'est vrai qu'on n'a jamais l'occasion de témoigner ou d'en parler parce qu'on passerait pour des gens pas équilibrés. C'est vrai. Oui. Et c'est vrai que je le fais à la radio, mais si c'était à la télévision, on réfléchirait deux fois. Oui. Donc, moi, j'ai eu une expérience ma première expérience est assez extraordinaire, qui m'a terrifié. Je faisais une salutation au soleil, une prière un peu tibétaine ou un exercice de yoga, comme on veut. Oui. Je vous la raconte. Hein. Oui, allez-y. Et donc j'avais les bras en l'air, j'étais tendu, et j'ai reçu. Bon, c'est vrai que j'ai une phrase qui est sortie de moi-même dans ma méditation spontanément. Une phrase de spiritualité ou d'amour, peu importe. Et j'ai reçu de l'électricité donc à travers mes bras, surtout mon corps. Et j'ai quitté mon corps. Enfin, je me suis retrouvé en deux parties. J'ai eu d'autres sorties de corps, mais toujours la nuit ou dans un problème de sommeil. Et là, j'étais en deux personnages, donc j'étais terrifié naturellement. J'étais terrifié à ne pas bouger, quoi. Je me voyais en deux endroits différents. C'est-à-dire, expliquez-nous ça. Pardon ? C'est-à-dire, expliquez-nous exactement ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vu surtout. Alors, donc j'avais les bras en l'air, je reçois de l'électricité, tout mon corps, toute la périphérie de mon corps, jusqu'aux pieds. Et à un moment donné, je me suis retrouvé en deux personnages, un petit personnage petit à ma droite, un peu bronzé, j'ai pas trop regardé non plus, c'est terrifiant, donc à côté de moi. Quelqu'un, c'était moi, un peu petit, je suis pas très grand, je mesure 1m72, petit, je dirais bronzé, tout ce que je pourrais dire, un corps bronzé, et voilà, je suis terrifié, je ne bouge pas que je suis terrifié, je ne sais pas quoi faire, et c'était terrifiant, et hop, j'ai retrouvé après je me suis à nouveau, pareil, avec un sentiment toujours d'électricité à un moment donné, ou de sentiment électrique, et je me suis réuni à nouveau. Alors, donc c'est très terrifiant. Oui. J'étais terrifié, naturellement, voilà, et c'est très... Et alors après, pour revenir au niveau des textes, parce que je suis un homme de spiritualité, j'ai eu d'autres expériences sorties de corps, mais ça c'est plus ou moins en dormant, vous voyez, ou en ayant des fois des insomnies, des choses comme ça. Mais là, j'étais toujours entre un peu le phénomène plus ou moins du sommeil, hein, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Oui. Ce que je voudrais dire, c'est que on retrouve dans les textes, c'est tout à fait normal, on a un corps qui est composé de terre et d'eau, notre corps de poussière, et nous avons aussi des corps qui sont composés d'air et de feu. Alors là, on rentre justement, si vous permettez, on va faire une pause à ce moment-là. On rentre dans le domaine de la spiritualité. La parole à Renaud Évrard d'abord et Docteur Auriol ensuite. Est-ce qu'il faut, Renaud Évrard, séparer ou pas la spiritualité des phénomènes paranormaux? Je pense pas qu'il faille le faire. Je crois qu'il y a des disciplines qui le font pas du tout. Par exemple, la psychologie transpersonnelle, ça s'est peu développé en France, mais dans d'autres pays, c'est bien développé. Et ça, c'est une approche à la fois ouverte à la spiritualité et aux phénomènes paranormaux. Par contre, moi, je retournerai à la question. Est-ce qu'il ne faut pas différencier, par contre, spirituel et ésotérisme? C'est-à-dire que la théorie que Alain, bonsoir, commençait à élaborer sur les différentes parties éléments du corps, les différents éléments du corps, le corps humain, est une théorie
je classerais dans l'ésotérisme. Oui. Bon, voilà. C'est un peu bête, hein, mais... Et donc, à ce moment-là, entre le vécu spirituel et l'interprétation ésotérique, c'est là qui me semble avoir un gouffre qui fait justement que des personnes vont vivre des expériences spirituelles, et ils viennent en parler sur Sud Radio, par exemple, mais le côté spirituel ne peut pas forcément ressortir à la radio. Et s'il ressort, ça peut être parfois par des théories qui peuvent être mal comprises. Oui. Et donc, c'est mieux parfois de confondre paranormal et spirituel plutôt que de tendre vers l'ésotérisme. Oui, mais ce que je veux dire, la question, c'est que pour étudier ces phénomènes, est-ce qu'il faut se débarrasser du côté spirituel ou ésotérique ? On a essayé de le faire et ça marche pas. Ouais. Voilà. Docteur Auriol, qu'en pensez-vous ? Vous savez, personnellement, je pense que c'est très difficile de couper au couteau entre des domaines humains. Notre existence concerne différents domaines, que ce soit le domaine physiologique, le domaine psychologique, le domaine que Thérèse Brosse appelait nousologique, c'est-à-dire le domaine spirituel. L'ésotérisme n'étant là qu'un angle d'abord de ces choses-là. Et donc, personnellement, je ne suis pas spécialement pour séparer la spiritualité de la parapsychologie, ni d'ailleurs pour faire un lien extrêmement rigide entre les deux, c'est-à-dire que j'admets que les phénomènes parapsychologiques pourraient se produire tout à fait en dehors de toute démarche spirituelle. Par contre, il est assez bien attesté qu'une démarche spirituelle très poussée conduit généralement à certains phénomènes d'intuition, de choses comme ça, qui pour nous évoquent le domaine de la parapsychologie bien fréquemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand, en tant que scientifique, on se dit je vais étudier la sortie hors du corps, par exemple, ou le phénomène qu'a vécu Alain, on fait fi de l'interprétation ésotérique ou spirituelle pour se consacrer uniquement au phénomène, ou on est obligé de tout prendre en compte de manière globale? Écoutez, si on a une attitude qui est véritablement scientifique, on ne peut pas se priver du contexte psychologique, du contexte sociologique et du contexte éventuellement spirituel revendiqué par la personne qui est le lieu du phénomène qu'on veut décrire, exactement comme les ethnologues en sont venus à une ethnologie participative, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils ne peuvent étudier les mœurs d'une tribu ou d'une peuplade ou d'une société, fût-elle une tribu des Pyrénées, on ne peut étudier le comportement, la pensée, la culture, la psychosociologie et finalement les données ethnologiques concernant un groupe humain. On ne peut pas l'étudier si on ne s'immerge pas suffisamment. Si on ne s'immerge pas dedans. Pierre Massias. Oui, je vais tout à fait dans le sens de Bernard Auriol. Quand on s'intéresse à ce genre de phénomène dans le cadre de la parapsychologie, dans le cadre de l'étude scientifique de ce type de phénomène, on peut quand même pas sortir du domaine spirituel. On va pas demander à quelqu'un là vous croyez plus en rien, vous ne pratiquez plus, vous ne oubliez tout ça et on fait ce serait complètement aberrant. Donc effectivement, il y a le respect quand même de la démarche individuelle, et ça, tout scientifique, tout bon expérimentateur prendra ça comme une démarche de base. On respecte la personne qui veut bien expérimenter telle qu'elle est, dans sa globalité, et là-dessus, on va essayer d'étudier un phénomène spécifique, ponctuel, peut-être trop ponctuel pour elle, et qui ne représente pas forcément ce qu'il y a de plus important pour elle, d'ailleurs, dans sa pratique spirituelle. Mais c'est ça que la démarche scientifique au niveau de la parapsychologie va pouvoir aborder. Alain, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Vous pensez sans doute que les réponses aux questions que l'on se pose dans ce genre d'émissions comme Les Aventuriers de l'étrange se situent dans le domaine de l'ésotérisme. Je me trompe ? Oui, non, tout à fait. Non, je crois que vous avez bien compris. C'est ça. Voilà. Maintenant, je comprends. Le but de mon intervention, je pensais pas aux scientifiques. Donc, le travail des scientifiques, c'est un travail d'analyser des faits, avec une démarche scientifique. Bon, c'est tout à fait normal qu'ils doivent rester par excellence sur les faits. Mais moi, mon appel, il n'était pas là. Il était par rapport aux gens qui témoignaient, que beaucoup de gens ont eu des expériences de ce type-là, n'osent pas en parler, c'est normal. Et ce que je voulais dire, c'est simplement pour eux, je m'adressais à eux en disant,
vous avez eu une expérience. Cette expérience, c'est pas une réalisation. C'est pas parce qu'on a eu une expérience qu'on est un être réalisé. C'est simplement pour nous mettre sur la voie, pour aller aussi vers une recherche spirituelle et aller chercher. Voilà. Mais je pense que j'ai un livre sous les yeux, par exemple, qui est Le secret de la fleur d'or, qui est de Lu Tzu, qui est je crois qu'il était donc un peu initié, introduit par Jung en Occident, qui est un livre un peu sur l'alchimie, un petit peu taoïste. Et dans ce livre-là, et c'est vrai que les gens, s'ils font pas attention, mais on parle un peu de la poule qui couve un peu son œuf, vous voyez, ou son œuf. Donc les gens ne le verront pas, mais finalement ça revient à ça. C'est-à-dire que là, on dit bien dans ce livre-là, pour ceux qui le savent, qui ont eu une expérience comme ça, elles vont comprendre ce corps spirituel que nous avons tous, si vous voulez, c'est un peu l'enfant, quand on dit il est né le divin enfant, c'est ça, cet enfant qui est né, que nous avons tous en nous, que nous allons couver par nos pensées, par nos méditations, on devient ce qu'on pense finalement, on est créateur aussi, co-créateur de nous-mêmes, et nous avons un temps dans l'espace et dans le temps pour justement chercher ce corps d'éternité, ce corps qui nous permet de voyager. Je crois, moi personnellement, alors là je suis dans une interprétation bien sûr, personnelle. Là c'est votre démarche de foi à vous. Je crois que quand justement les gens parlent de réincarnation, c'est justement là. C'est-à-dire que lorsqu'on qu'on quitte ce temps et cet espace, on se retrouve dans des champs de lumière, et si on n'a pas un corps lui-même spirituel apte à supporter la lumière, on est un petit peu obligé de se réincarner pour aller rechercher un corps Mais là, je suis personnellement dans une interprétation et je suis pas du tout scientifique. C'est vrai, je peux me faire plaisir, mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, donc ce corps, nous l'avons tous, nous le nourrissons par nos pensées, par nos prières, nos méditations, notre orientation de nos pensées, et que justement, nous avons en nous l'éternité, mais c'est à nous d'aller la chercher. Mais il y a plusieurs corps. Celui qu'on voit là, c'est peut-être le premier pour voyager dans l'astral, et après il y en a plusieurs. Il y a exactement comme on retrouve dans les temples. Oui, tout à fait. Saint du Saint, dans le temple de Salomon, par exemple. Et il y a différents, il y a 7 pas, ce genre de choses. Voilà. Mais c'est bien aussi d'avoir cette approche scientifique. Il faut avoir également, mais les scientifiques seront toujours limités à un moment donné par. Vaste question. Merci en tout cas Alain de nous avoir fait part de cette réflexion. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci pour vos émissions. Bonne soirée. Ça me fait penser à ce que Jocelyn Morisson, l'invité d'hier soir, disait à propos des sorties hors du corps. Il nous disait que le Dalai Lama, lui, avait dit, il y a des bouddhistes chez nous, des moines, qui, à travers une technique, une méditation, préparation, produisent ce genre de phénomène. Mais il a rajouté derrière, je caricature évidemment le trait, mais nous on s'en fout, c'est pas ce qui nous intéresse. Ça, pour nous c'est anecdotique, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est notre démarche de foi. Et c'est dans ce sens-là, docteur Auriol, que vous disiez, on peut pas dissocier les deux. Il faut prendre tout pour si on veut étudier de manière tout à fait correcte, quoi. Oui, absolument. Oui, d'ailleurs, la position que vous énoncez du Dalai Lama est tout à fait classique dans l'hindouisme, par exemple, où on considère que les phénomènes qu'on appelle des siddhis, c'est-à-dire des phénomènes sortant de l'expérience ordinaire, donc que nous appellerions paranormaux, ces phénomènes ne sont pas indicateurs de perfection, ils sont simplement présents fréquemment sur un chemin spirituel, mais on n'a pas à s'y attacher, ils n'ont pas de valeur particulière. Oui, tout à fait. Alors que nous, on paierait cher pour pouvoir au moins reproduire ce genre de phénomène dans un laboratoire, Pierre Massias. Oui, tout à fait. On rencontre assez souvent des personnes dans leur démarche spirituelle qui disent produire des phénomènes de cet ordre-là, et on serait intéressé d'y voir d'un petit peu plus près au niveau de l'expérimentation scientifique. Et ces gens se refusent à ce type d'expérimentation pour cette raison-là, souvent, très très souvent. Oui. Pas toujours. Pas toujours, mais c'est quand même assez rare. Pas toujours. Et évidemment, d'une part, il y en a qui s'y refusent pour des raisons spirituelles, d'autres peut-être parce que, comme au temps de la cour des miracles, on aide parfois sa démarche de foi pour la répandre, pour la faire connaître en trichant quelque peu. Alors évidemment, dans ce cas-là, l'expérimentation scientifique n'est pas la bienvenue. Oui. Non, on est d'accord. Et d'autre part, il est vrai que des
certains groupes, par exemple le groupe de la méditation transcendantale, s'est soumis à des expérimentations de type scientifique, et ils avaient de grands projets comme celui de la lévitation. Jusqu'à présent, ils ne revendiquent absolument pas de lévitation réelle, et juste seulement ce qu'on appelle les sauts de grenouille, c'est-à-dire le fait que vous avez expliqué, c'est une contraction musculaire en fait. Voilà, qu'il y a des sauts qui sont très intéressants d'ailleurs, parce que il se passe d'une manière qui serait très difficile à réaliser autrement. Mais là, c'est un autre domaine qu'on aura le temps d'aborder une autre fois. Merci beaucoup Renaud Évrard. Merci à vous et puis à très bientôt. Merci de nous avoir accompagnés et avoir accompagné nos auditeurs et auditrices qui nous ont fait le plaisir d'apporter notre témoignage. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup Renaud, à bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Merci Docteur Auriol, à très bientôt. Au revoir. Au revoir Pierre, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci. Entendu. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedi, les aventuriers de l'étrange. Merci à tous ceux et celles qui nous ont appelés. Évidemment, tout le monde n'a pas pu passer à l'antenne et je m'en excuse. Vous pouvez nous laisser un message avec vos coordonnées pour participer à une prochaine émission. Vous appelez au 0826 300 300 et vous nous laissez un résumé de votre témoignage et vos coordonnées téléphoniques pour que l'on puisse entrer en contact avec vous. Merci à Mathieu qui a réalisé cette émission, Morad qui était au standard et Pierre Massiès qui m'a aidé à la construire. Comme d'habitude, rendez-vous pour d'autres aventures sur les sentiers de l'étrange, samedi et dimanche prochain. Passez une bonne semaine à l'écoute des programmes de Sud Radio.